tous. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre talk de fin d'après-midi, le LGF, le grand forum tous les jours de 16h à 18h sur votre radio France Maghreb 2, ravi de vous retrouver avec en ce mardi 4 octobre, rendez-vous avec notre ami Aminsa, élu à la Courneuve. Comment ça va mon Amine ? Ça va et toi ? Impeccable mon Amine, bienvenue à toi. Merci. Il fait sa rentrée radiophonique aujourd'hui, oui, Nasser Lajili, comment ça va mon Nasser ? Ça va, je te remercie Christophe. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'a oui, non, c'est vrai. Il se fait rare les mecs. Non, si. on est tout simplement occupés, c'est vrai. Oui. Et quand on crois peut, qu'il nous aime on plus essaie de beaucoup. venir. Non, il nous aime plus jamais. beaucoup. Non, Ouais. non, jamais. Ouais. Jamais. Elle est là avec nous aussi pour relayer l'émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Nadège, comment elle va Nadège ? Ça va, super, et vous ? Ça va super, merci beaucoup Nadège. Alors voici le programme de cette émission, il est très riche. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Une bonne battle en perspective. Oui, Nasser n'a encore pas fait de battle, forcément. Il n'a pas commencé l'émission de cette année. La battle à propos de ce boycott des grandes villes concernant la retransmission des matchs de foot durant la Coupe du Monde. Est-ce justifié selon vous ? On en reparlera. Vous verrez les arguments qui sont invoqués par les villes, notamment Paris, Marseille, Rodez, Reims, Lille, qui promettent de boycotter cette Coupe du Monde. Est-ce justifié ? Pour l'instant, vous êtes 29% à dire oui. On en débattra tout à l'heure. Le quiz, bien entendu, la belle histoire des génériques. Aujourd'hui, on va revenir sur une série que vous avez tous regardée, je suis sûr, en tout cas Nasser et Amine. Nadège, elle était pas née, Santa Barbara à l'époque. Santa Barbara, forcément. On en reparlera tout à l'heure. On sera rejoint aussi par notre ami Hicham Terak tout à l'heure à 17h, autre chroniqueur qui était là avec nous hier. Et on parlera de l'affaire Iqiyoussen. On tentera de faire un peu le point sur cette affaire absolument... comment disait Chirac, acadabrantesque là. Allez-y, dites-le moi. Abracadabrandesque ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Donc on fera le point. Il a été arrêté, vous le savez, la semaine dernière en Belgique. Une audience est prévue le 10 octobre prochain. Il conteste en fait son arrêté européen. Donc ce qui complique un peu les choses pour lui. Est-ce que le Maroc, qui pour l'heure et jusqu'à maintenant refuse de l'accueillir, est-ce que ça va changer ? On débattra de tout cela évidemment. Le fait du jour avec un embarras pour la Macronie. Alexis Kohler, l'un des plus proches collaborateurs de Emmanuel Macron, est mis en examen. Et pour l'heure, c'est l'heure de recevoir notre invité. Pour commencer. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Est-ce que vous êtes amateur de MMA, messieurs ? Alors moi, j'apprécie quand je regarde les matchs, mais non, je me vois pas sur un Ouais, moi j'aime beaucoup. ring de MMA. Est-ce que vous connaissez Jérôme Levanneur ? Oui, évidemment. qui ne le connaît pas. Il fera son dernier combat ce samedi, dernier combat de sa carrière. C'est à ne pas louper, c'est au Cirque d'Hiver. Et nous sommes avec Abdel Khaznaji, fondateur et créateur du MMA GP. Bonjour Abdel. Abdel ? Ah, c'est peut-être lui qui appelle. Non, il est là normalement Abdel. Il est où Abdel ? Il est là Abdel ou pas ? Bon, on va tenter de rejoindre notre ami Abdel. Donc oui, effectivement, c'est une grosse soirée qui va avoir lieu au Cirque d'Hiver ce samedi. MMA GP, pour le MMA. Qui maintenant qui est autorisé d'ailleurs autorisé en France absolument, et effectivement ça marche plutôt bien. Et on va rejoindre notre ami Abdel Khaznaji, fondateur et créateur du MMA GP. Abdel est avec nous ? Ouais, je suis là. Ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé mon Abdel ? Bon. Problème technique, ça a coupé. Il y a beaucoup de problèmes techniques. C'est du direct. C'est du direct, mon Abdel. Bienvenue à toi. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois, parce que c'est vrai que France Maghreb 2, en particulier le LGF, relaie à chaque fois tes initiatives, et on peut dire que le MMA est bel et bien de retour en France, et ça fait plaisir. Et c'est une grosse soirée en perspective, Abdel, puisque on va pouvoir voir pour la dernière fois
Jérôme Le Banner, qui va terminer sa carrière au Cirque d'Hiver ce samedi. C'est l'événement, Abdel. Hein. Ouais, c'est l'événement, ouais, carrément. Il l'a annoncé lui-même, hein, il fait son dernier combat en France, en fait en MMA. Il faut savoir qu'il a, je pense qu'il va rester actif en K1 à l'étranger. En France, il est aussi tenu par la réglementation sportive, la limite d'âge. Donc il est vétéran, il a 50 ans. Donc en MMA, ce sera son dernier combat en France, ouais, carrément. D'accord, donc alors c'est ce samedi au Cirque d'Hiver, il va y avoir d'autres combats, j'imagine? Ouais, bien sûr, on a des très beaux combats. D'ailleurs, on a par exemple le combat de Michael Aljarouj, qui était un des meilleurs 57 kilos avant la pandémie, et qui n'avait jamais combattu en France en MMA, et qui va le faire sur notre événement. C'est un combattant qui est signé au Brave, une très grande organisation internationale, et donc il est sur la carte. Et puis on en a plein d'autres. Il y a Banjougou Sidibé qui est connu dans le milieu. Il y a Title Shy, l'adversaire de Cédric Doumbé du mois de juillet, qui sera sur la carte aussi. Ah oui. Et c'est un sacré personnage et puis un très bon combattant aussi. Et donc voilà, il y a beaucoup de on a 8 combats pro, on mettra 2 combats amateurs. Ouais. Et on a une très belle carte pour samedi. On rappelle un peu les règles du MMA pour ceux qui ne le connaissent pas, mon cher Abdel. Ouais. Alors les règles au niveau, en fait, c'est 3 rounds de 5 minutes sur un combat classique. Pour une ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes. Il y a 1 minute de temps de repos entre deux à chaque fois. Et puis, les règles debout, c'est les règles du Muay Thai. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas tout est permis. Hein. Donc, c'est pieds, poings, coudes, genoux. Et puis après, il y a les techniques de projection qui existent en lutte. Et puis, une fois en lutte, toutes les techniques de soumission sont possibles. Les frappes au sol sont possibles. Le genou au visage au sol est interdit. Le penalty est interdit. Les coups au corps sont autorisés, coups au visage sont autorisés aussi au sol. Donc voilà, rien qui ne soit pas autorisé dans d'autres. Ça faisait polémique il y a quelques années. Mais en fait, si vous regardez, c'est vraiment le cumul de tous les sports de combat autorisés sur une seule plateforme de combat. Hein. C'est tout simplement ça le MMA. Donc lutte, franchement, jiu-jitsu, boxe thaï. Une belle soirée en perspective, Amine. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on va essayer de suivre. Ouais. Bah oui, Nasser. Non, super intéressant, et je pense que c'est un bel événement, parce qu'on considère que le MMA, le MMA était considéré comme un sport très violent et qui aujourd'hui a pris place en France pour le faire vivre. Il a eu du mal à se mettre en place, bien sûr. En France, ça a été une grosse difficulté de mettre en place le MMA, et donc là, c'est un plaisir d'entendre qu'en plus, c'est un grand boxeur assez connu et qui a eu plusieurs titres qui va être présent samedi. Donc voilà. Ouais. Abdel, il sera télévisé l'événement ou pas? Ouais, bien sûr, sur Sport en France, ça y est, c'est notre diffuseur officiel. Ouais. On est diffusé chez Sport en France depuis juin. Ouais. On a fait une belle première opération avec Jérôme Le Banner. On a dépassé 1,5 million pour vous dire, et ça a été énorme. Sur les réseaux sociaux, ça fait 5 millions de vues. Et puis avec Sport en France, on fonctionne bien là. Ils nous diffusent. Et le truc, c'est qu'on a le différé parce qu'en France, le MMA n'est pas autorisé avant 22h30. Donc on a un léger différé, mais c'est conditions du live. D'accord, je savais pas. Donc pas avant 22h30. Ouais. Ça, c'est vraiment des règles à la con. Excusez-moi, mais franchement, il y a que dans ce pays, on fait des règles à la con de ce type-là. Ah, mais ça, c'est terrible. Non, mais franchement, on se demande comment réfléchissent ces mecs qui sont dans les bureaux. Mais sérieusement, vous devez prendre un peu de shit avant de prendre une décision à la con comme ça. Soit on autorise quelque chose, soit on l'autorise pas. Mais c'est comme si on parlait des pornos, quoi. N'importe quoi, franchement. On est sur un effet bloquant en plus, parce que forcément, on se rend pas compte de l'effet boule de neige de ce genre de décision. Ouais, mais c'est scandaleux. Vous allez voir un sponsor, vous demandez de signer, vous lui dites que vous passez après 22h30, donc déjà il y a quelque chose de sulfureux ou qui risque à son image, ça ne nous aide pas du tout en fait. C'est exactement ce que tu disais, Christophe, c'est où on autorise, on n'autorise pas. C'est ça. Là, et encore une fois, on autorise quelque chose, on va jamais au bout de la démarche. Il faut toujours qu'on mette une barrière pour emmerder les gens, je sais pas, je comprends pas en fait cette manière de faire, d'agir, Voilà, mais c'est la France en même temps. Voilà, c'est cette administration française qui complique toujours les choses. Non mais Nasser, faut arrêter l'hypocrisie. Non mais je suis d'accord. On autorise, on n'autorise pas. Mais... Oui, mais étape par étape. Donc je pense là déjà que le MMA soit considéré comme un sport officiel en France, c'est une bonne chose. Après, avec le temps, bien évidemment, il faudra. C'est qui la ministre du sport là, vous savez ou pas? Il faut faire changer. C'est une ministre ou un homme? C'est une ministre, je pense. Non, c'est une ministre. C'est la remplaçante Roxana, mais je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas. Madame la ministre, si vous devez peut-être vous faire remarquer parce que vous faites pas grand-chose, ce serait peut-être bien de le faire là. Voilà, d'arrêter ces stupidités. Mais tu sais que ce stuff, c'est même au niveau code du sport, hein, c'est terrible, hein, mais nous on souffre énormément du code du sport installé, c'est-à-dire qu'on demande la batterie d'examen demandée. Alors, aux combattants français, c'est une chose, nous on a un service médical qui fonctionne bien,
Donc si on doit faire un IRM, ça va. Si on doit faire... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande une batterie d'examen. Quand je fais venir un étranger, il faut savoir qu'il a un IRM, faut qu'il ait un IRM cérébral. S'il a plus de 32 ans, c'est un IRM angio, test d'effort, électrocardiogramme. On demande une batterie. Souvent, le combattant étranger nous dit, bon, bah, laissez tomber, je peux pas venir. Chez moi, il y en a pour 3 000 €. En fait, tous les pays n'ont pas la couverture sociale. Nous, quand on va combattre à l'étranger, on amène une prise de sang, un certificat médical, un fond d'œil, vous savez, et puis, tu vois, pour prouver que vous êtes en forme. Et puis, bon, bah, on reste dans le sport de combat. Là, en France, c'est pareil. Je veux dire, on morfle beaucoup avec le code du sport qui est installé, alors, bien sûr, c'est pour une arrivée propre du MMA, mais après, on se pose des questions à savoir, est-ce que c'est pour protéger l'intégrité des combattants ou les encadrants, parce que, ou le ministère et tout ça, parce qu'il y a un moment où demander un IRM cérébral à un combattant qui arrive du Brésil ou rien qu'un médecin, ça lui coûte quasiment son salaire. C'est compliqué. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de morts dans le rugby qu'au MMA. Il faut le savoir, ça. Aussi, parce que le rugby, on ne demande pas d'IRM, on ne demande pas tout ça. Donc, alors qu'on sait que c'est quand même un sport qui est assez violent. Et là, concernant le MMA, il y a beaucoup plus de prudence parce qu'on sait que ça peut être violent. Donc on a des limites. Mais là, demander autant de démarches pour faire en sorte qu'il y ait un combat MMA en France, je pense que c'est un gros problème. Et j'espère tout simplement que ça va évoluer. En tout cas, toi, tu lâches rien, Abdel, et bravo, parce que voilà, tu organises régulièrement des événements, et celui-ci en est un avec le dernier combat en France de Jérôme Le Banner. Pour les amateurs, on fait comment pour réserver? On vient sur place? Comment ça se passe? Alors, MMA-GP, ça risque, en attendant sur place, vous risquez d'arriver, si on fait ça le comble, d'ailleurs ça part assez vite. Le mieux, c'est d'aller sur mmagp.org. Et vous avez toutes nos affiches, parce qu'on a aussi annoncé l'événement de Bordeaux, là, le 19 novembre, on fait un événement à Bordeaux. Ouais. Et donc, il y a toutes les affiches. Vous avez important, je lance un circuit amateur le lendemain aussi. Il y a l'événement de Jérôme Le Banner le samedi, mais on a privatisé le cirque d'hiver. Et le lendemain, j'ouvre les portes, il y a 20 combats amateurs. La place, elle est à 25 €, c'est pas cher. Si vous voulez venir découvrir, on a vraiment gardé cet espace pour les amateurs, ça va être diffusé en télé aussi. Et le but, c'est d'ouvrir le circuit aux amateurs, parce que le MMA, il est arrivé en France côté business, on va dire. Enfin, on voit le côté pro. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr que l'image soit bonne pour la jeunesse, de leur dire que le MMA, c'est de l'argent, c'est de l'UFC, c'est tout ça. Il y a quand même un circuit pro, il y a un circuit amateur, il y a un départ à tout. Et donc, moi, j'ai souhaité, avec la fédération de MMA, avec la FMMAF, lancer un circuit pro. Donc, 20 combats, lancer un circuit amateur, pardon. Donc, 20 combats amateurs le lendemain. En plein après-midi, au cirque d'hiver, ça va être énorme aussi. Et c'est à quelle heure la soirée de samedi? Alors samedi, ouverture des portes 18h30, comme d'habitude. Ok, moi j'y serai. Ok, ça marche. Avec grand plaisir. Abdel Kaznaji, évidemment. Je vais aller m'entraîner parce que j'ai 2-3 chroniqueurs à remettre en place. Oui, forcément. Mais après 22h30, parce qu'ici en France on aime bien compliquer les choses. Toujours. Ouais, merci beaucoup Abdel. Donc à ne pas louper ce samedi soir, gros événement à Paris, cirque d'hiver. C'est où le cirque d'hiver d'ailleurs, vous savez les gars? C'est dans le 11e. À 11e. Non mais ça, merci. Je sais que c'est sur Paris, mais je voyais pas trop où, dans quel quartier, tu vois. Amine. C'est pas loin de Bastille. Ah, c'est pas loin de Bastille. Très bien. Entre Bastille et République. C'est vraiment sympa comme endroit. Donc mmagp.org pour réserver votre soirée de samedi soir. Nasser, il sera peut-être, moi j'y serai en tout cas, pour ce gros événement, donc MMA organisé par Abdel Kaznaji. Salut mon Abdel, merci à toi. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Et on se téléphone ce soir pour dealer des places. Merci. On fait tout en direct nous aussi, on n'a rien à cacher. Ça va Nasser, tranquille, tu écris tes mails, tu fais quoi là? Non, pas du tout. Mais comment tu sais? Non, mais tu crois que je t'ai pas vu ou quoi? Il écrit ses mails tranquille. Il est fort, ce Christophe, il est fort. Bon, restez avec nous dans un instant. Les clins d'œil du jour. On est aujourd'hui le 4 octobre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Vous avez raison d'y rester. Parce que ici, je sais que c'est un slogan d'une autre radio. Mais nous, c'est pas un slogan, c'est une vérité. On parle vrai ici. Eh oui, on parle vrai. Donc n'hésitez pas à nous écouter, à partager et à faire passer le mot aussi. France Maghreb 2, c'est la radio qu'il vous faut. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. N'oubliez pas de répondre à la question qui sera en battle tout à l'heure entre Nasser Lajili, Amine Saha
et Hicham Terra qui nous rejoindra un petit peu plus tard, à savoir la retransmission des matchs de la Coupe du Monde au Qatar, des grandes villes, des villes françaises décident de boycotter l'événement, de ne pas retransmettre les matchs. Alors ils invoquent plusieurs raisons, hein, l'aspect écologique, l'aspect aussi des tortures et des morts aussi pour la construction des stades au Qatar. C'est quand même bien hypocrite de se révolter à 2 mois de l'événement, alors que, je veux dire, au moment où le Qatar a été désigné comme organisateur de la Coupe du Monde, ils n'étaient pas grand monde à ouvrir leur gueule. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que c'est justifié selon vous cette décision de boycotter la retransmission des matchs sur écran géant? Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques villes qui disent que si l'équipe de France arrive en finale, on fera peut-être une exception. On retransmettra le match quand même. Bon, en même temps, les fan zones au mois de novembre-décembre, c'est pas top non plus, hein, Nasser, Amine, hein, je vous le dis. Hein. Il fait froid un peu. C'est pas comme si c'était au mois de juin. Voilà. Mais bon, quand même, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, pour l'instant, vous êtes 29%. Il y a quand même 29% qui trouvent ça justifié. On en reparlera avec vous tout à l'heure. C'est les clins d'œil maintenant avec un petit retour en arrière. C'est une nouvelle chronique que va découvrir notre ami Nasser Lajili. Parce que c'est bon parfois de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le passé pour commenter l'actualité d'aujourd'hui. Et puis tiens, en 1945, 4 octobre, Nasser, Amine, c'est la création par ordonnance de la fameuse sécurité sociale, qui va être d'ailleurs en débat à l'Assemblée nationale dans les quelques jours à venir. Ça va être très houleux le débat. La Sécu, bonne invention, Amine ? Excellente. Ouais. Excellente invention. Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'elle existe aujourd'hui. Quand on voit l'évolution de la société aujourd'hui, on se demande on se dit qu'est-ce que ça aurait été. Tu me rassures, parce que je croyais que tu étais payé au mot là, parce que tu m'as fait très peur, Amine. Hein. Non, c'est juste que je me dis qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas eu ce parachute finalement de sécurité qui permet de se soigner. C'est une exception dans le monde. Hein. En France, quand on est malade, quand il nous arrive une bricole, on vous soigne d'abord, on cherche ensuite qui paye. Et ça, j'espère que ça va pouvoir demeurer encore et encore. Ce qu'on ne va pas retrouver dans plusieurs pays d'ailleurs. Absolument. Et donc je pense que c'est... aux États-Unis par exemple. Exactement. Donc si en gros aux États-Unis vous n'avez pas de mutuelle ou une sécurité de santé, vous êtes en galère, donc on vous laisse mourir. Donc effectivement, je pense que c'est une invention qui est exceptionnelle. C'est quelque chose qui existe encore en 2022. Donc ça c'est le plus important. Donc après effectivement peut-être avec quelques difficultés. Après on ne va pas rentrer dans le cadre de la santé en général parce qu'on voit aussi la dégradation totale des centres de santé, etc. qu'on a ou les hôpitaux en France. Et j'espère tout simplement que les choses vont évoluer. Mais bon, là, vu comment c'est parti, je ne vois pas d'évolution. Ça va être en débat, en tout cas, à l'Assemblée nationale, et ça promet d'être comme on détricote à peu près tout ce qui fonctionne. C'est ça. Oui, c'est vrai. On peut se demander dès qu'il y a un truc qui fonctionne, voilà, ça va pas, il faut qu'on touche. C'est ça. C'est le principe, en fait, de la France. Hein. Dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Dès qu'il y a un truc qui fonctionne, on défait tout. Hein, parce que voilà, on aime bien, en fait, compliquer les choses, compliquer la vie. Et puis un 4 octobre aussi, ça il rend bien des services aussi, hein, ce fameux métro parisien. C'était les débuts des travaux du métro parisien en 1898, messieurs. Quand même, il est pas tout jeune, hein, le métro parisien. Et puis un petit clin d'œil musical, on va l'écouter d'ailleurs, elle nous a quittés en 2009, peut-être que vous connaissez ou pas d'ailleurs, Mercedes Sosa. C'est une chanteuse très populaire dans toute l'Amérique latine. C'était une militante communiste. Elle s'est exilée d'ailleurs d'Argentine en Europe sous la dictature militaire à l'époque, entre 1976 et 1983. Mercedes Sosa, donc une chanteuse avec un talent fou que je vous propose d'écouter en guise de clin d'œil musical pour ce mardi. Vous allez voir comme ça fait du bien. Un peu de soleil. Pas du tout. Mais pas franchement, mais belle découverte. Super agréable. Belle découverte, super vous avez agréable vu. On s'est laissé emporter là. Ah ouais, j'ai vu ça, oui. Ça va fermer limite les yeux, tranquille. Non, mais c'est vrai, hein, vraiment, c'est très classe. Je trouve très classe comme musique. Franchement, France Maghreb 2, c'est une radio ouverte quand même, musicalement. C'est pas sur Énergie que tu vas écouter du Mercedes Sosa, hein, je te le dis, moi. Pas uniquement sur la musique d'ailleurs. C'est vrai. Ouvert sur tout. C'est vrai, tu as raison. Vas-y, continue. On évoque tous les sujets, sans tabou, absolument. avec une ouverture d'esprit absolument déconcertante.
N'est-ce pas? On va voir si ça va continuer dans un instant. On va parler d'Alexis Kohler. Vous connaissez Alexis Kohler? Oui. Le tout proche président de bis. Macron. Le vice. Alors tu sais que certains disent que c'est le vice-président, absolument. Ouais. Il est bien empêtré. Enfin, il est mis en examen. D'ailleurs, tout comme Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Comme beaucoup d'autres. Ça commence à s'assombrir quand même du côté de la liste est Macronie. longue. La liste est longue. La liste est longue, absolument. Restez avec nous, évidemment, sur France Maghreb 2. À 17h, on parlera de l'affaire IQCN. On va tâcher de comprendre où on en est, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis cet été où ça a agité toutes les chaînes de désinformation, et ben pour le coup, aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, et pourtant, il se passe des choses. On rappelle qu'il a été arrêté en Belgique, à Mons, vendredi dernier, et qu'il conteste dans une audience qui aura lieu le 10 octobre prochain en Belgique son arrêté européen. Parce que quand même, on a l'impression qu'IQCN c'est un terroriste, hein, t'imagines alors qu'il n'a fait que appliquer ce qu'on lui a demandé de faire. C'est une aberration. De quitter le territoire. C'est plus qu'une aberration, cette affaire. En fait, on a l'impression qu'il s'agit simplement d'un ministre de l'Intérieur qui veut s'offrir l'image de IQCN menotté. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas que IQCN. Oui, là il s'attaque apparemment à tous les frères Muses. Hein. Oui, c'est sa nouvelle bataille. Et même, je considère que il s'attaque à la communauté musulmane. Eh ben, on en débattra tout à l'heure. On en parlera, mais en parlant des frères musulmans, instinctivement, on parle tout de suite des musulmans et rien d'autre. Donc voilà, faut arrêter quoi. Bon, ça va Nadège ? Ok, très bien. La question en battle, je vous rappelle évidemment à propos de la retransmission sur grand écran des matchs de la Coupe du Monde. Certaines grandes villes annoncent d'ores et déjà les boycotter, les matchs de la Coupe du Monde. Est-ce justifié selon vous? Vous répondez à la question sur le grand forum FM2 sur Twitter. Le grand forum FM2, 29%, à moins que ça ait évolué, mais j'ai pas regardé depuis, pense que c'est justifié. On verra ce qu'en pense Amine et notre ami Nasser Lajili, ainsi que Hicham Terak, et vous pourrez en débattre tout à l'heure sur France Maghreb 2. On se retrouve dans un instant donc pour parler de l'affaire Kohler. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Monsieur Nasser Lajili et avec Amine Sa sur France Maghreb 2. Et c'est l'heure du fait du jour. C'est l'actualité de ces dernières heures que l'on va commenter avec Nasser et Amine. Et Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, mis en examen, vous le savez, pour prise illégale d'intérêt. Le parquet financier du reproche notamment de ne pas avoir déclaré ses liens avec la famille Aponte, principal actionnaire de l'opérateur maritime MSC, et ce alors qu'il a pris part à des négociations avec l'entreprise au nom de l'État. Un nuage de plus dans le ciel de la Macronie, mon Amine. C'est une folie. C'est une folie. Enfin, je comprends même pas comment il peut être encore en poste à l'heure où on se parle. Surtout à ce niveau de responsabilité. C'est quand même sans doute le premier lieutenant du président de la République. On parle même de lui comme d'un président bis, d'un vice-président. Je ne comprends pas comment, avec ce niveau de responsabilité, il n'est pas déjà démis de ses fonctions. Je rappelle quand même qu'il est au centre de l'exécutif. C'est quand même lui qui est l'interface entre le président de la République et le gouvernement. Qu'il a un niveau de pouvoir absolument phénoménal au plus haut sommet de l'État. Même si, évidemment, il est présumé innocent dans cette affaire, la bienveillance vis-à-vis de nos institutions voudrait qu'il soit mis en retrait de ses fonctions sur le champ. Alors, pour te répondre, l'Élysée assure qu'Alexis Kohler ne démissionnera pas et qu'il garde la confiance du chef de l'État. Sa mise en examen n'est que la suite logique d'une affaire en cours depuis 2018. Oui, sauf que là, il y a une mise en examen. Oui. C'est la différence. Et par ailleurs, le président de la République avait, c'était il y a quelques années, je pense que maintenant il a changé d'avis puisque c'est un peu passé aux oubliettes, mais lorsqu'on était mis en examen, on devait quitter le gouvernement. Ça, c'était avant. Voilà, ça, c'était avant, mais c'était quand il promettait le nouveau monde. Oui. Visiblement, le nouveau monde ressemble drôlement à l'ancien. Alors, on précise, le communiqué précise que jusqu'ici, cette procédure ne l'a pas empêché de travailler, ajoute-t-il. Il en a même profité. Bah oui. Autrement dit, l'exécutif donc de la mise en examen d'Alexis Kohler ne change rien. Le président ne compte pas se séparer de lui, de son plus proche collaborateur. Tu l'as rappelé, Amine, surnommé par certains comme le vice-président. Tant il contrôle, gouverne et arbitre tout
toutes les décisions de l'État au lendemain de sa réélection, par exemple. Emmanuel Macron n'avait pas tenu compte des avertissements de certains de ses proches qui lui conseillaient de ne pas reconduire Alexis Kohler comme secrétaire général de l'Élysée pour ne pas que son pouvoir soit déstabilisé par d'éventuelles poursuites de la justice. Sur le plan politique, le président assume donc son choix jusqu'au bout de se comporter comme s'il n'y avait pas d'affaire Kohler. Cela démontre une certaine cohérence, puisqu'il a toujours répété qu'il ne se laisserait pas dicter son agenda sous la pression des juges et des médias. Contrepartie, c'est qu'il prend le risque quand même de provoquer des dégâts dans l'opinion en alimentant par exemple le sentiment de défiance des Français envers la classe politique. Toujours et encore. Il a été réélu, donc c'est plus vraiment son sujet. Moi, je rejoins ce qu'il vient de dire Amine, c'est que il en a rien à foutre. Sincèrement, je parle avec mes mots, mais là, il se dit, c'est bon, j'ai encore 4 ans de mandat. Il va peut-être, il va y avoir peut-être un remaniement, mais je ne pense pas, ou même pas. Il va faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, il attend, je pense, le bon moment pour le faire, parce que il voit que les affaires sortent de partout, donc chez la NUPS, comme au sein de la droite, comme au sein de la majorité actuellement. Donc effectivement, je considère que là, Macron, franchement, il a aucune. Il y a aucun contre-pouvoir face à lui en réalité. Oui, et voilà. Il a raison de réagir comme ça parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines, lorsqu'on lui reprochait ses connivences avec la société Uber, notamment avec les dirigeants Uber. Il avait écarté ça d'un revers de la main. Absolument. On se souvient même de l'expression, avec un mépris. La fameuse expression empruntée à Jacques Chirac où il nous a dit ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Enfin voilà, ça représente tout ce qu'il est, dans l'exercice du pouvoir. C'est j'en ai rien à faire, je continue sur mon cap, sur mon chemin, et toutes ces choses ne sont que des broutilles pour lui. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler aussi, Amine. Il est présumé innocent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même dans une espèce de justice médiatique où à chaque fois que quelqu'un est mis en cause dans une affaire, tout de suite, il doit démissionner, il doit partir. Est-ce qu'on peut peut-être définir une règle par rapport à ça ou comment la règle voudrait déjà que, évidemment, la justice ne se rend pas dans les studios de télé ou sur les radios, mais dans les tribunaux. C'est un peu ce qui se passe quand même. Sauf qu'il y a quand même le jugement de l'opinion. Le jugement de l'opinion, il est quand même important. Et quand on exerce... c'est pour ça que je ne mets pas tout sur le même plan. Je prends les affaires, par exemple, de Adrien Quatennens ou de Julien Bayou, qui se sont mis en retrait des responsabilités qu'ils exercent dans leur parti. Et c'est très bien, parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas continuer de porter la parole de leur formation politique, compte tenu des accusations qui pèsent sur eux. Mais quand on est dans l'exécutif... c'est pas possible. L'exécutif, ça veut dire qu'on est quand même au centre du pouvoir. On peut pas mettre sur le même plan l'affaire d'Adrien Quatennens ou de Julien Bayou avec celle d'un Damien Abad qui était ministre et qui s'est tout de suite, qui n'a pas été reconduit dans le gouvernement, mais qui a demeuré député. Moi, ça me pose pas de problème. C'est les électeurs qui jugeront au final. Mais quand on est dans l'exécutif, qu'on a été nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre, je suis désolé, mais on ne peut pas continuer à exercer ses fonctions. Nasser, pareil, Ouais, mais moi, je rejoins totalement, mais en même temps, moi, je considère qu'il faut tout simplement être exemplaire. Donc à un moment donné, quand on demande aux Français de respecter des règles, des lois et de faire en sorte qu'on ne soit pas, on va dire, des voyous ou tout simplement des gens qui ont fait des choses très graves, parce que ça reste quand même soit un viol, soit on va dire, des coups qui ont été portés par une femme. Donc tout ça, moi, que ça soit au sein de la NUPS, que ça soit de la droite ou que ça soit dans la majorité, je pense que le traitement, il doit être le même. Exactement, il doit être le même pour tout le monde. Les Français ne doivent pas subir des choses alors qu'on leur demande de respecter des choses. Et quand eux, ils sont condamnés, il n'y a personne qui les défend. Donc je pense qu'ils doivent être aussi condamnés de la même manière au sein de l'Assemblée nationale comme au sein du gouvernement actuel. Je vous suis dans votre élément de langage, dans votre logique. Aujourd'hui, il y a deux affaires principalement à gauche. Bayou, Quatennens, doivent-ils démissionner de leur poste de député alors ? Moi, je ne crois pas. Moi, je suis pour. Voilà. On a un désaccord là-dessus, moi. Oui, non, mais c'est pas n'importe quel désaccord, parce que Nasser est cohérent jusqu'au bout. Bien sûr. Moi, je suis pour. Je suis désolé. Moi, je dis que si un maire a été concerné, est-ce qu'on lui dirait de quitter ses fonctions de maire ?
Je sais pas. C'est arrivé par le passé, ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est... Il y a le maire de Saint-Etienne quand on est dans un rôle exécutif, quand on est nommé à une fonction, quelle qu'elle soit, c'est quand même pas tout à fait la même chose quand on tire une légitimité des suffrages. Ah d'accord, oui. Tu vois la différence que je fais là-dessus ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'après, c'est contestable. On peut dire, à partir du moment où on a fait une erreur, on doit subir tout, et puis on s'en va, et puis c'est terminé. Moi, je crois pas. Je crois que sur leur mandat de parlementaire, leurs électeurs jugeront, et les électeurs ne se trompent jamais. En revanche, sur les fonctions qui leur sont confiées, soit par leur parti politique, soit par dans un gouvernement, par le président de la République. Là, c'est autre chose. La confiance, elle est rompue. Les fonctions doivent être retirées. En revanche, ils assumeront devant leurs électeurs, lorsqu'ils se représenteront devant leurs électeurs, et verront s'ils sont réélus ou pas. Et c'est ce jugement-là qu'il faut attendre. Je comprends la logique. Oui, ça peut être une logique, on va dire, compréhensible, il n'y a pas de souci. Mais moi, je prends l'affaire exemple de Quatennens, qui reconnaît les faits, qui reconnaît d'avoir giflé sa femme. Donc, à partir du moment où c'est un député qui nous a fait toute une leçon sur la question des violences contre les femmes, contre le féminisme, je veux dire pour le droit des femmes, etc., et que féminicide, etc. Je considère qu'à un moment donné, on ne peut pas être un exemple quand on fait des choses à laquelle on demande aux Français de respecter. Donc, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais moi-même. Donc, je considère qu'il doit démissionner parce qu'il a trahi tout simplement des électeurs qui étaient dans une logique et dans un programme politique qui, d'ailleurs, mettait en valeur toutes ces questions-là. Et s'il démissionne son mandat de député, est-ce qu'il peut être de nouveau candidat ? Il se représente. Et là, les électeurs décideront. Et s'il est réélu de nouveau ? S'il est réélu, ça, c'est une décision du peuple. Voilà, donc là, je respecterai le choix. Mais pour l'instant, moi, je considère qu'il doit remettre en cause. Après, je pense qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de probité en France. Nasser Amin, pardon, mais c'est un peu gênant comme principe parce que dès lors que tu es mis en cause, et c'est vrai que la machine médiatique se met en marche tout de suite, c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur la personne. Ça dure un mois ou deux et puis ça se tasse. Et puis non, mais le problème c'est que dès qu'il y a un acquittement, parce que ça arrive de temps en temps, il y a quelqu'un qui a plus personne n'en reparle. Et plus personne n'en reparle, donc l'image elle est salie. Un mec comme Quatennens qui était peut-être le futur remplaçant de Mélenchon, personne importante au sein de la LFI, sa carrière elle est brisée là. Non mais moi c'est pas ça qui me gêne le plus, Christophe. Je vais te dire sincèrement, c'est quoi qui me gêne le plus ? C'est qu'il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé auparavant. L'affaire de Taha Bouaf. Vous avez vu tout le tapage médiatique qu'ils ont fait contre Taha Bouaf ? Est-ce que vous avez vu les membres de la France Insoumise, comment ils se sont acharnés sur lui ? Alors que quand Adrien Quatennens a fait, on va dire, a tapé son épouse, par contre, il y en a énormément qu'on n'a pas entendu. Donc, on cautionnait ce genre de pratique, alors qu'il reconnaît avoir giflé sa femme. Donc, moi, je considère qu'à un moment donné, je pense qu'il y a... Taha Bouaf, c'était davantage les candidat, partenaires de la NUPS qui ont fait reculer Mélenchon et la France Insoumise sur l'investiture de Taha Bouaf. Oui, mais même. C'est pas essentiellement ils ont cédé. Juste pour montrer cette nuance-là, c'est que c'était surtout les écologistes et les socialistes qui pointaient du doigt la candidature de Taha Bouaf en disant aux Insoumis, non, c'est pas possible de l'investir en tant que candidat de la NUPS. C'était ça que je voulais... Oui, c'est vrai que... surtout les communistes. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Roussel. Je les avais oubliés, ceux-là. C'est surtout les communistes. C'est eux qui voulaient absolument mettre une candidature. Il y en a quelques-uns, oui, c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup, mais bon. Quand ils sont là, ils ont quand même une certaine nuisance, quand même. Une nuisance, mais pas pour très longtemps. Je pense que là... un mec comme Fabien Roussel, si demain il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il sera réélu. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de ça, Nasser. Est-ce que cette dissolution, elle est souhaitable au vu du contexte actuel ? Macron ne pourra pas faire grand-chose. D'ailleurs, il a brandi la menace que s'il y a motion de censure, il y aura dissolution. On a vu l'ambiance électrique qui règne à l'Assemblée nationale. Là, ça a repris hier. C'est très très tendu. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que ça peut tenir 5 ans cette histoire ? Moi, je l'ai dit d'ailleurs dès le premier tour des élections législatives. J'avais dit tout simplement qu'il allait avoir une dissolution dès la première année. Donc je considérais qu'il fallait attendre 1 an et je pense qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Il a commencé à menacer, on va dire, les députés en disant que si... que s'ils votaient pas son texte... Voilà, le texte de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale sur les retraites ne passait pas, il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'il le fasse. Ça serait une bonne chose. La dissolution, si elle arrive, elle n'arrivera pas tout de suite parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est clair.
Donc si elle arrive, ce sera dans 6 mois, 1 an. Donc, par contre, moi je suis absolument pas convaincu qu'une motion de censure sera votée. Ça c'est impossible. Enfin, oui, ça voudrait dire... Il n'y a pas d'opposition majoritaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas d'opposition majoritaire pour voter le même texte de motion de censure. Tu veux dire que la LFI avec le RN et les Républicains ne voteront jamais le même texte. J'y crois pas. Mais s'ils le font, très bien. Dans ce cas-là, il y a une solution dans le... Il y aura une mention de censure. Il y en aura une, mais je pense qu'ils vont déposer des textes séparés et chacun votera sa motion de censure. Ça ne fera pas une opposition majoritaire pour bloquer l'action du gouvernement. Les gagnants dans cette affaire, c'est l'extrême droite. Ah oui, eux, je considère que c'est l'extrême droite. Qui a gagné de cette dissolution? C'est ça la question. L'extrême droite. Je pense que s'il y a une dissolution, l'extrême droite pourrait se renforcer davantage. Il ne sera plus à 89 députés, absolument. Il sera beaucoup plus. Est-ce que Renaissance pourrait avoir la majorité absolue? C'est ça toute la question. Est-ce que Macron pourrait obtenir la majorité absolue? Non, j'y crois pas une seconde. Ça dépend du contexte. Moi, je pense que si demain, la NUPS, comme c'est en train quand même de se passer, ils sont à peu près d'accord sur rien, puisqu'ils ne votent pas les mêmes amendements, ils votent pas... Donc c'est un intergroupe, mais finalement qui n'a pas une vraie colonne vertébrale. J'ai quand même l'impression qu'on va vers quelque chose qui va se dissoudre. Et dans le cadre d'une dissolution, des candidats socialistes, écologistes pourraient se sentir, ou être approchés en tout cas par la Macronie, pour rejoindre la majorité présidentielle en cas de victoire, ou même avec investiture. Et puis, par ailleurs, une dernière chose, les Républicains, je pense qu'ils sont en voie de disparition, et donc les 30 ou 40 députés qu'ils ont sauvés aux dernières élections, je pense qu'ils vont finir par se diluer à la fois du côté du Rassemblement national qui va se renforcer, et de l'autre côté, du côté de la République en marche pour les plus républicains d'entre eux. Ouais. Alors on continue d'en parler évidemment, on va faire un petit tour aussi du côté de l'affaire Dupond-Moretti, qui a profité apparemment, c'est ce qu'on lui reproche, de son poste de garde des Sceaux pour régler ses comptes avec des magistrats. Lui, l'ancien avocat, et pareil, droit dans les bottes, il n'y a aucune raison que je démissionne. Les affaires se multiplient et pas grand-chose. On se souvient de l'affaire Darmanin. Bon, Darmanin, ça a été, il était écarté, c'est-à-dire que dossier classé, acquitté, je crois. Bon, en tout cas, les affaires le concernant. Pas acquitté, mais dossier classé sans suite. Classé sans suite, voilà, plutôt classé sans suite. Bon, alors ce qui est quand même assez marrant, c'est que de voir des gens comme Quatennens, comme Bayou, qui étaient vent debout pour demander la démission de Darmanin, peut-être à juste titre, aujourd'hui, ils essaient de conserver quand même leur poste de député. C'est quand même marrant de voir ça. Restez avec nous dans un instant sur France Maghreb 2, avec vous au 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous? Est-ce que toutes ces affaires-là que l'on évoque, finalement, ça renforce pas la défiance des politiques par les Français? À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Nasser Lajili qui fait sa rentrée radiophonique aujourd'hui. Il a attendu le mois d'octobre, Nasser. Ouais. Il faut prendre son temps. Mais c'est bien rattrapé. Il nous a fait un CT à la menthe, je vous dis pas, les gars. N'est-ce pas, mon Amine? Ça va te déboucher le nez, tu vas voir. Alors, Aminsa, avec Nasser Lajili, Hicham Terak qui nous rejoint dans un instant aussi, pour parler évidemment de ces affaires. Alors, on a parlé de l'affaire Colère, on a parlé de l'affaire Quatennens et Bayou. On va parler aussi de l'affaire Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui aurait profité, c'est ce qu'on lui reproche en tout cas, d'avoir utilisé son poste de garde des Sceaux pour régler ses comptes avec les magistrats, pour faire un peu le ménage. On est avec Abdel de Gennevilliers. Tiens, une ville qu'on connaît un peu. Abdel, salut, bonjour. Comment ça va, Abdel? Je suis content de retrouver mon ami Nasser. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Bon, super. C'est quoi votre lien de parenté, frère, oncle? Non, mais tu sais, c'est la petite blague. J'étais intervenu pendant les présidentielles où j'avais un peu invectivé à l'antenne Nasser Lajili. Même il avait répondu, je sais pas si ça te parle. C'est vrai, je me rappelle. Bon, bref, voilà, c'était juste pour faire un petit coucou à Nasser. On s'est vu entre-temps, il n'y a aucune animosité, bien au contraire. Absolument. Je voulais intervenir par rapport à ce que vous étiez en train de dire concernant Macron et le fait qu'il y ait son entourage qui soit mis en examen et qui trempe dans des histoires de justice. Pour moi, sa décision, elle est pas très surprenante. Il fait du Macron, quoi. Macron, il nous a habitués à faire du en même temps. C'est exactement ça. C'est en même temps, les ministres mis en examen doivent démissionner.
Mais en même temps, vu que c'est les miens, ils doivent pas démissionner. Ben, c'est du Macron qui fait. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu genre je fais ce que je veux, quoi. Et voilà. Bah, c'est pas une surprise. Il a Oui, raison. il a raison, Abdel. Il a raison. C'est pas une surprise. C'est pas surprenant de la part de Macron, quoi. Voilà. Alors, tu l'as pas fait, Christophe. Je sais pas si tu me permets, j'ai un extrait de 10 secondes de ce que disait Macron pendant l'élection présidentielle de 2017. Ça dure 10 secondes. Tu me Vas-y, permets alors fais-nous plaisir. Allez, on t'écoute, moi, Abdel. Écoutez bien. Hein. Quand même sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Non, mais très bien, on a bien entendu. Et je pense que tu as bien Est-ce qu'on peut envoyer en lettre recommandée un colis recommandé à l'Élysée à M. Macron en lui rappelant cette phrase? Ou alors vous pouvez la tweeter aussi. Monsieur Macron, en 2017, tel jour, vous avez prononcé cette phrase. Est-ce qu'elle est toujours valable en 2022? Apparemment non. Bah si, c'est valable à partir du moment où tu n'es pas un ami de Macron, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein. Ah mais, alors il faut rajouter, vous auriez dû nous le préciser. Voilà, il y a trop pris sur la marchandise là pour le coup. C'est ni plus ni moins que la politique qui est menée depuis maintenant 2017. Macron, ça a toujours été ça. Je vous promets quelque chose, je fais l'inverse. Regardez, par exemple, par rapport au Covid, il n'y aura pas de passe sanitaire. Ils ont mis le passe sanitaire. Là, ils étaient en train de nous expliquer qu'il n'y aura pas de coupure d'énergie. Je dévie peut-être, mais c'est juste pour argumenter le côté en même temps. Ils nous expliquaient qu'il n'y aura pas de coupure d'énergie pour les particuliers. Ils viennent de faire passer un projet de loi qui prévoit des coupures d'électricité. En fait, c'est clairement ça. Le Macron, c'est ça. C'est je dis un truc et je fais le contraire. C'est le fameux en même temps. Le fameux en même temps, ouais. Bien joué, mon Abdel, en tout cas. Merci beaucoup. On compte sur toi. Reviens quand tu veux, mon Abdel. Mais merci beaucoup. Faut le suivre sur les réseaux sociaux. Bah, parce que c'est très intéressant ce qu'il Qui Abdel. Ouais. Bah, c'est quoi tes réseaux sociaux, Abdel? Vous tapez Abdel Kera, vous me trouvez sur Facebook, Twitter, tout ça. Voilà. K-H-E-R-A. Des fois, il fait des bons petits rappels et je pense que c'est intéressant de le. Bah écoute, Abdel, il y a de la. Et juste, si je peux me permettre de dire un truc par rapport à LFI, vous étiez en train de parler d'LFI. Oui, vas-y. Moi, je pense à titre personnel qu'LFI a été pris à son propre piège. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu jouer les grands seigneurs en disant nous, chez nous, c'est clean, etc. En prenant dans l'affaire Tahabouaf, ce qui, je le rappelle, on ne sait toujours pas ce qui lui est reproché. Ouais. Lui-même ne le sait pas. Mais ils l'ont dégagé pour des raisons, entre guillemets, pour si, on sait. Ce qui peut s'entendre. Hein. On sait ce qu'il lui reprochait. L'argument. Non, Abdel, on sait ce qu'il lui reprochait à Tahabouaf. Oui, mais rien aujourd'hui est prouvé de ce qui est. Rien de factuel. On sait juste qu'il y a des gens qui se sont plaints, mais on ne sait pas précisément quoi. Enfin, je veux dire, le grand public ne sait pas. Lui-même le. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de plainte de déposée. Voilà. Oui. Voilà. Factuellement, là, tu es capable de dire à l'antenne exactement les faits qui sont reprochés à Tahabouaf? Non, je sais juste qu'on a évoqué effectivement une affaire avec une ex, une affaire de violence. C'est ce que nous avait raconté, comment elle s'appelle, votre députée de Seine-Saint-Denis, là, LFI. Clémentine Autain, qui avait reçu en audience l'une des plaignantes et qui avait parlé d'un récit glaçant. Voilà, je me rappelle de ces mots, un récit glaçant. Un récit glaçant, ce n'est pas des précisions concernant une affaire. Absolument. Oui, surtout qu'il n'y a pas eu de plainte de déposée, on rappelle. Il y a pas un commentaire, c'est pas du factuel. Non, je peux très bien demain appeler une autre radio, par exemple les Grandes Gueules, en disant hier sur France Maghreb j'ai entendu une intervention glaçante. Vas-y, chiche, tu le fais. Non mais ça veut rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on parle de politique, soit on parle clairement et on est dans le factuel. Mais il a raison. Soit c'est du blabla. Non, mais je suis d'accord avec toi, Abdel. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais voilà. Et juste pour terminer, donc pour moi, ils sont pris à leur propre piège. C'est-à-dire qu'ils ont voulu jouer les grands seigneurs, nous on est clean, etc. Sauf que le boomerang, il leur est retombé dans la gueule parce que maintenant, il faut gérer l'affaire Quatennens. Il faut faire pareil qu'avec Tahabouaf, on exclut. Il faut faire pareil avec Julien Bayou, etc. Et donc, du coup, là, en fait, ils sont pris au piège. Et ils sont pris au piège qui est tendu par l'opposition politique. Ça, il faut pas l'oublier. Et pour répondre directement à ta question, parce que ta question, c'est est-ce que ça renforce la défiance? Pour moi, tout ça, c'est qu'une grande pièce de théâtre. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la Macronie, de manière générale, ils s'en foutent, en fait. Clairement, ils savent que leur électorat, il est composé de gens qui ne sont pas politisés et qui voteront toujours pour eux. En fait, c'est des gens qui adhèrent à un marketing politique. Et ces gens-là, il peut se passer quoi que ce soit, ils voteront toujours pour eux. Et le fait d'avoir ce type d'affaires, en fait, ça fait quoi? Ça dégoûte ceux qui ne sont pas de ce camp-là. Et donc, ça renforce le camp majoritaire, puisque les autres ne votent pas, et du coup, même
si entre guillemets ils sont affaiblis politiquement, comme eux ils votent toujours, ils ont beaucoup plus de poids. Tu fais quoi dans la vie, moi, Abdel? Je fais des trucs, je veux pas rentrer dans le détail. Ouais, tu fais des trucs chelous, quoi. Qu'est-ce qui se passe là, Abdel? Faut l'inviter. Tu fais des trucs bizarres? Je le ramène avec moi la semaine prochaine. Non, tout est légal, c'est juste que voilà, je vais rester discret, c'est tout. Ah, tu vas rester discret. Bon. Non, mais je suis dans le domaine des nouvelles technologies, voilà. Ah, ok. Mais tu vas pas rester discret longtemps, moi, je te le dis. Merci, moi, Abdel. Nasser va t'emmener avec lui la semaine prochaine. Je vais lui proposer de venir. Ouais, viens à la radio, moi, Abdel. Viens, t'as des choses à dire. Je sens que t'as envie, tu boues. T'as des choses à faire valoir, à dire. Voilà, on sent quelque chose chez toi, tu vois, comme un sentiment de libération. Tu vois, t'as envie de te libérer. Tu devrais faire la même chose que Macron, Christophe. Non. Tu devrais faire du en même temps. En même temps, t'es à l'antenne et en même temps, t'es pas à l'antenne. Non, mais alors, je vais te dire un truc. Abdel, pour ceux qui me connaissent, et Nasser, par exemple, me connaît très bien. Je suis hors antenne comme je suis à l'antenne et vice versa d'ailleurs. Je suis à l'antenne comme je suis hors antenne. Et il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Parfois, je peux être très chiant, très sympa. Et voilà, je suis comme je suis en fait. Et tu m'acceptes comme je suis. J'en doute pas. Merci, moi, Abdel, je t'embrasse. Salut. À la semaine pro, alors. La semaine prochaine. Allez hop. Merci beaucoup. Très intéressant, notre Abdel. Hein. Ouais, il est très bien. Il a une bonne analyse. Ouais. Bah, c'est normal, elle se rapproche de la vôtre. Hein, c'est normal. Bon, dans un instant, on va parler de l'affaire Iqiyoussen. Cet imam qui a été, vous le savez, à qui on n'a pas délivré une carte de séjour. En fait, il devait quitter une OQTF. Voilà, on a délivré une OQTF, c'était une obligation de quitter le territoire, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. On l'a d'abord bien sali dans les médias en le traitant de tous les noms, terroristes, islamistes, etc., antisémitisme, exactement. Et il a respecté la loi parce qu'il est parti du territoire français. Je rappelle qu'il devait quitter le territoire français et il est parti. Bon. Manque de bol, il est parti en Belgique. Mais il y avait un arrêt européen. C'est-à-dire que voilà, si on le trouvait en Europe, on l'arrête au nom de la France pour le délivrer ensuite à la France, qu'elle le renvoie au Maroc. Vous avez compris un peu le business. On y revient dans un instant avec Hicham Terra qui nous a rejoint tout de suite. Je vous rappelle la question en battle tout à l'heure. C'est plusieurs villes françaises qui proposent de boycotter, qui annoncent boycotter les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Invoquant plusieurs raisons, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce justifié? Vous votez, vous répondez à la question oui ou non. Nasser dit oui, Amine il dit non, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer. Hicham Terra, on verra ce qu'il en pense. Il est avec nous, notre ami Hicham Terra. Comment ça va, mon Hicham? J'espère que vous allez bien. On va très très bien, mon Hicham, très bien. Je te présente c'est cool. Nasser Lajili, que tu connais peut-être. Et bien sûr. Amine Saha, que tu connais peut-être. Non, je connais pas, mais je crois qu'on se follow maintenant sur Twitter. Ah, vous follow? On se follow sur Twitter et là je viens de le follow sur TikTok. Sur TikTok. Parce que j'avais pas mis un visage sur le personnage, donc je suis parti regarder. Beau gosse, hein? Ah oui, beau gosse en plus, en costard et tout. Costard, ouais, en costard, c'est leur style. Alors, on va parler de l'affaire Hassan Iqiyoussen, cet imam. On disait ici d'ailleurs qu'il a travaillé à France Maghreb 2, il a collaboré avec nous pour plusieurs émissions, durant plusieurs ramadans, une figure dans son domaine, Hassan Iqiyoussen. Il vivait dans le Nord, bien entendu, et donc il n'était pas français. Et c'est ce qui peut-être est le début de ses problèmes, dans le sens où on a tout fait, plutôt le ministère de l'Intérieur, Darmanin en personne est monté au créneau pour faire de lui... j'allais dire un ennemi juré, une cible à abattre, et donc il a effectivement dans un premier temps été suspendu par le tribunal administratif de Paris et confirmé par le Conseil d'État donc que Iqiyoussen pourrait et devait quitter le territoire français, sauf qu'on n'avait plus de nouvelles de lui, il avait disparu des radars. Visiblement il a respecté la règle dans le sens où il a respecté son OQTF, il est parti du territoire français, il n'est pas allé très loin et c'est là le problème, c'est qu'il est parti en Belgique, sauf qu'il y avait un arrêté européen. Donc il a été arrêté à Mons vendredi dernier et il devra passer en audience le 10 octobre où il contestera son arrêté européen. Chose étant, ça va être un peu long et compliqué que Iqiyoussen revienne en France. Mais j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mon Nasser, j'ai l'impression que Darmanin veut s'offrir l'image d'un Iqiyoussen menotté en centre de rétention. Et après, on va dealer avec le Maroc qui, je le rappelle, le Maroc a suspendu le laissez-passer. Faut rappeler quand même. C'est ça, c'est d'essayer d'humilier
on va dire, la communauté musulmane. Parce que quand on parle de la Seine-et-Cuissène aujourd'hui, on va dire, moi personnellement, je connais le personnage. C'était pas quelqu'un qui était assez tendre avec la communauté musulmane parfois. Oui, très dur. Et très dur. Et quand on attaque ce genre de personnage, on est en train de montrer une image tout simplement. C'est une manière de faire pression à toute la communauté musulmane et surtout les représentants des mosquées et les imams qui pouvaient être, on va dire, les influenceurs de France, qui aujourd'hui peuvent, on va dire, avoir un pouvoir médiatique via les réseaux sociaux. Mais voilà, moi, je considère qu'il est en train de faire un jeu très dangereux, Darmanin. Il est en train de jouer avec quelque chose qui peut être très violent et qui peut être incontrôlable à un moment donné, parce que au début c'était voilà, bon, on avait eu l'affaire de Tariq Ramadan, donc il y a des choses qui sont sorties qui ont fait que malheureusement il n'était pas forcément défendable, donc beaucoup ont pris du recul, et l'affaire d'Iqwisen, c'est une affaire soi-disant qui date d'il y a 20 ans, avec des propos qu'il aurait pu sortir. D'ailleurs, pendant 20 ans, on n'a pas entendu parler d'Iqwisen, et personne ne connaissait dans le côté politique Hassan Iqwisen. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, on a appris que cette personne... Darmanin le connaissait. Darmanin le connaissait. Oui, Darmanin le connaissait. Il a mangé avec lui en 2014. Absolument, des parts de pizza, c'est ce qu'il disait, je crois. Des parts de pizza à Roubaix. Ouais. Voilà, mais voilà où on en est arrivé aujourd'hui. C'est qu'on considère que ce gouvernement est en train de faire un jeu très dangereux, est en train de jouer avec une communauté musulmane qui aujourd'hui souffre de la, de la discrimination ou même de la stigmatisation médiatique qu'on fait quotidiennement. Il n'y a pas un jour, quand on ouvre la télé, on ne nous parle pas de l'islam ou des musulmans ou de l'islamisme ou de l'Iran. Même quand on parle de l'Iran aujourd'hui, on parle d'islamisme politique, etc. Alors voilà, moi je considère qu'aujourd'hui on en est arrivé à un point où il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. La banalisation des propos racistes qui peuvent sortir à la télé, la banalisation d'islamophobie qui sort quotidiennement dans toutes les chaînes. Et là, la communauté musulmane, je la trouve très digne et très classe aussi d'un côté. Parce qu'elle ne tombe pas dans ce piège-là. Et elle essaye d'être distante de tout ça. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être aussi rebondir pour faire en sorte de montrer que la communauté musulmane existe aussi dans ce pays et qu'il faut qu'elle se fasse respecter comme dans certains pays, comme en Angleterre et d'autres. Voilà, moi c'est mon point de vue. Je suis d'accord avec toi, je suis grave avec tes propos, mais le problème est là justement. C'est qu'à partir du moment où elle essaie d'exister, c'est là où on lui coupe l'herbe sous le pied. Oui. Pour moi, tu vois, l'imam Iqwisen, c'était quelqu'un qui était pour moi quelqu'un que tu peux mettre devant une caméra et tu n'avais pas de souci. Il tient le propos, il est carré, il est clair sur ses positions. Il avait des arguments. Il avait des arguments et c'était quelqu'un d'intelligent. En fait, en termes de... Tu sais, en com, on dit que c'est un bon client. Tu vois, donc le mec, il parle bien, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut le comprendre. Sauf que dès que tu as une tête qui sort du lot, qui n'est pas du niveau de notre cher ami Chelgoumi, il se fait allumer. Il se fait allumer. Et le problème est là pour moi, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des têtes pensantes ou des références, c'est super compliqué parce que tu sais que tu vas avoir tu vas avoir tous les projecteurs sur toi et pas forcément les bons projecteurs. Et le moindre propos qui peut être à double discours en fonction de l'angle où tu te situes, tu vas te retrouver avec le tribunal médiatique, le GIGN à ta porte, voilà, tu vois, un avis d'expulsion, c'est n'importe quoi. Ouais, encore que je porterai quelques nuances quand même sur une soit dite communauté. Personnellement, j'y crois pas parce que cette communauté, elle est tellement diverse, qu'elle est tellement éparpillée que le plus grand ennemi des musulmans en France, je pense pas que ce soit autre chose que les musulmans eux-mêmes. Quand tu vois un petit peu de quelle manière les musulmans se défoncent entre eux et que dès lors qu'il y en a un qui essaie d'exister ou de faire quelque chose, il est tout de suite jeté au banc des accusés. Pareil, je veux dire... Je te rejoins. Non, voilà, il faut aussi être capable de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer. Alors pour le coup ça dédouane absolument pas Darmanin et ses ambitions. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui ça justifie? Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Je te dis juste qu'aujourd'hui il y a une réalité aussi, c'est que tu as 6 millions visiblement de musulmans ou de présumés musulmans, enfin parce que c'est pas parce qu'on est arabe ou algérien, marocain, tunisien qu'on est musulman. Mais ceci étant, c'est tellement diversifié. Ça me paraît compliqué d'organiser. C'est quand même plus facile d'organiser 500 000 que 6 millions, par exemple, tu vois. Et c'est dommage que personne, je veux dire, aujourd'hui, que rien n'a été fait pour que cette communauté aspire et se fasse respecter, parce qu'elle-même n'a pas travaillé dans ce sens-là. Je sais pas ce qu'en pense Amine, d'ailleurs. Voilà. Moi, sur l'affaire Iqwisen, je vais pas rentrer dans... En plus, j'ai déjà eu l'occasion de le faire ici. Voilà,
Nasser et Hichem l'ont dit. Moi, je pense que sur le fond, c'était quand même quelqu'un qu'on pouvait se fier à sa parole. En tout cas, on pouvait l'envoyer sur un plateau télé. On savait que le propos était carré, il n'y avait pas de problème. Claire. Moi, je vais m'arrêter sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que cette affaire en elle-même est une aberration juridique, au sens juridique du terme. Si on peut prendre juste le temps de faire un tout petit peu de pédagogie. Ce qui est reproché au départ à M. Iquioussen, reproché, pas accusé, hein, j'emploie volontairement le mot reproché, puisqu'il n'y a jamais eu d'accusation, il n'y a jamais eu de procédure judiciaire, et il n'y a jamais eu de décision judiciaire. Il n'a jamais été condamné pour faire ça. Et il n'a jamais été condamné. Donc, il y a des propos qui lui sont reprochés, certains sont avérés, d'autres pas. Ça, c'est la première chose. Il aurait tenu des propos qualifiés de misogynes, notamment par M. Darmanin. Je ne sais pas si c'est le mieux placé pour donner des leçons de féminisme. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Moi, je vais rester sur la partie vraiment juridique de la chose. Donc, vous avez une décision administrative. Ce n'est pas une décision judiciaire, une décision administrative. Donc, la fameuse arrêté, qui est dans un premier temps retoqué par le tribunal administratif de Paris. Absolument, c'était début août. Voilà, donc suite à une procédure de M. Iquioussen. Et ensuite, le Conseil d'État. Voilà, et ensuite, il y a le Conseil d'État qui rétablit l'arrêté. Suite à un appel de Darmanin. Voilà. Bah oui, contestant la décision du tribunal L'autorité administrative, pilotée par M. Darmanin, en l'occurrence, a contesté la décision du tribunal administratif qui a ensuite donc été rétablie par le Conseil d'État. À partir de là, M. Iquioussen décide d'exécuter lui-même, parce que c'est le droit qui le lui permet, d'exécuter lui-même, c'est le droit de l'étranger, d'exécuter lui-même son OQTF. Son arrêté d'expulsion. À partir de là, puisque évidemment, c'est ce que disait Nasser tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de voir M. Iquioussen arrêté, mis en centre de rétention, etc. Je pense que M. Darmanin voulait rétablir son image, notamment de féministe aguerri, en ayant cette petite mise en scène, finalement, qu'il n'a pas pu avoir. Et donc là, on va faire revenir en France un homme qu'on a expulsé. Donc ça va poser des problèmes juridiques de le faire revenir en France. Puisqu'il est interdit de territoire. Il est interdit de territoire en France. Oui, mais t'as oublié un détail, c'est qu'il y a un arrêté européen. Alors l'arrêté au départ, c'est comme les mandats d'arrêt en fait. Ouais. L'arrêté au départ, il est français, mais à partir du moment où on sait qu'il est... en fait, tous les pays de l'Union européenne peuvent émettre tous les pays de l'espace Schengen plutôt, peuvent émettre des arrêtés européens en fait. Ce qui est un non-sens dans cette affaire, puisqu'on lui demande de quitter le territoire. Et c'est son bon droit de l'exécuter lui-même. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi on va aller chercher ce monsieur à l'étranger pour le ramener en France, puisqu'il serait en situation illégale en France. Mais si, c'est pour redorer le blason de Darmanin et de son image au travers du fiasco il y a en effet une opération de communication derrière. Pour montrer aux Français qu'on a Iquioussen menotté en centre de rétention. C'est l'image. On est en train de négocier avec le Maroc, parce que le Maroc quand même a suspendu, alors qu'il l'avait accepté au départ, son laissez-passer. Il n'est pas très bien vu au Maroc, Iquioussen. C'est pas. Alors c'est pas tout à fait ça. Les raisons de l'annulation du laissez-passer consulaire sont plutôt diplomatiques que pour des raisons liées à Monsieur Iquioussen. Il a vécu toute sa vie en France. Il est né en France. Il a tous ses enfants, ses petits-enfants, toute sa vie en France. Donc il n'a quasiment aucun lien avec le Maroc, si ce n'est l'origine de ses parents. Mais aujourd'hui, le Maroc fait pression parce que il y a effectivement la France qui a réduit considérablement la délivrance de visas. On est passé de 350 000 en 2020 à 200 000 en 2021. Donc vraiment, le Maroc est un peu fâché. Il y a des guéguerres diplomatiques, mais j'imagine que ça va s'arranger rapidement. Mais il y a un point aussi sur lequel, je me permets de vous couper les gars, il y a un point aussi sur lequel qui est aussi important, on a tendance à oublier, c'est que je crois que même si on n'en parle pas, ou les politiques n'en parlent pas, on veut un islam de France. À savoir, quand je dis islam de France, faut pas prendre ça vraiment au premier degré. Faut aller gratter un peu. C'est un islam qu'on peut entre guillemets contrôler, diriger, malléable. Voilà, je pense que des garçons comme Iquioussen ou d'autres qui sont de la même trempe sont c'est du poil à gratter, c'est du caillou dans la chaussure, parce que demain ces personnes-là
ont du recul, ont de la répartie. Puis c'était un éveilleur de conscience, Hassani. C'est ça le truc, tu vois. Alors, et donc, savez... t'imagines que demain, t'as un garçon comme ça qui te dit, mais attendez, non, on n'est pas bien vu, il faut s'organiser. Ah, c'est pas bon. Hicham, ce qui a été choquant lorsqu'on a annoncé son arrestation en Belgique, le journal Le Monde, qui est pourtant un journal sérieux, l'imam Ekusen, accusé d'antisémitisme, a été arrêté en Belgique. Pardon, mais... à aucun moment il n'a été accusé d'antisémitisme. Vous avez absolument insulté le métier de journaliste, celui qui a écrit l'article et la dépêche. À quel moment Monsieur Ekusen a été accusé et condamné pour quoi que ce soit? Mais pire encore, vous avez un préfet qui a qualifié Monsieur Ekusen de délinquant. Ouais. Non, mais que ça aurait été un torchon comme Valeurs Actuelles, bon, ça nous aurait pas étonné, ils ont l'habitude de faire des fake news. Mais quand même, Le Monde, quoi. Après, Le Monde. C'est tout le cirque médiatique. Alors, on a Mérez qui est avec nous, il nous appelle de Ivry-sur-Seine. Salut Mérez. Ouais, salut Christophe, bonjour à tous. Salut mon Mérez. Donc, je suis un petit peu, je suis même totalement d'accord avec vous. Mais faut pas oublier que, en fait, si on aurait combattu il y a 1 an et demi, 2 ans la loi séparatisme, on ne serait pas arrivé aujourd'hui à l'histoire du KSN. Parce que Darmanin, il est dans la continuité de Sarkozy et de Valls. Mais comment on combat pour moi. Tu combats comment, Mérez? On avait fait des manifestations, j'étais même organisateur d'une manifestation contre la loi séparatisme, et on s'est retrouvé à 10 000 personnes. C'est pas beaucoup, quoi. Ouais. Pour toute la communauté musulmane qui se rencontre. Elle n'attaque pas que les musulmans, mais en particulier les musulmans, cette loi-là. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même chose. Si je peux faire juste une remarque. Ouais. Les manifestations, pourquoi pas. Mais la seule manière de changer la loi, la règle, c'est de changer ceux qui la font. Et aujourd'hui, excuse-moi de te le dire, mais notamment la communauté musulmane ne sont pas ceux qui se précipitent dans les bureaux de vote. Absolument. Donc il faut d'abord commencer par se mobiliser lors des scrutins avant de vouloir se mobiliser dans la rue. Il y a un cheminement qu'il faut avoir. Et les musulmans, et pas seulement que les musulmans, parce que ça concerne tout le monde. Quand on veut changer la règle, quand on veut changer la loi, on change ceux qui l'écrivent. Ouais, voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'on est obligé de courir vers les gens pour qu'ils aillent voter. Par exemple, nous dans les municipales, moi je suis conseiller municipal, j'ai été élu en 2020. Bravo. Il faut aussi s'engager, tu as raison. Pour courir pour aller voter et faire changer les choses. On revient sur le QTF. Le QTF, il y en a des milliers en France qui en ont. Ils sont toujours sur le territoire. Lui, il a quitté le territoire. Normalement, il a quitté le territoire. C'est la chose qui était demandée. Comme vous dites, Darmanin veut en fait faire un film et se montrer. Un exemple. Il veut scénariser. Regardez-moi ce que j'ai fait. Ouais. Un exemple. Et du coup, voilà, il veut faire un petit peu le Sarkozy pour le Karcher, le Valls qui lui dirige tout. Donc voilà, il veut montrer qu'il a, en tant que Premier ministre, il a laissé une trace derrière lui, mais il va rien laisser à part les histoires. Il n'est pas Premier ministre, heureusement pour nous d'ailleurs. Il est ministre de l'Intérieur. T'inquiète pas, il est en train de faire le même parcours que Sarkozy. Merci mon maire. Il espère. Non, par contre, là où il a raison, Mérez, et vous avez raison, c'est que Darmanin, vous savez que Macron, c'est son dernier mandat. Oui. Il a une idée en tête, Darmanin. Il va tout simplement il a une grosse idée en tête. Il n'est pas le seul. Non, mais je veux dire, là, pour le coup, ça se voit trop, Darmanin. Ouais. Et il est en train de dire, le Rassemblement National, comme il avait dit à Marine Le Pen, c'est trop mou, c'est une blague. Moi, je vais faire le travail. Tu vois, il va démontrer comme ça, au cours des quelques années qui restent, il va démissionner avant, il va se mettre en campagne, et je vous le dis, Darmanin, attention, ça risque d'être le danger de 2027. Restez avec nous, on continue d'en parler avec vous. 01 40 33 9000, l'affaire Ekusen, une absurdité, un scandale. On en reparle avec vous, à tout de suite. Ne bougez pas, les amis. Le grand forum avec la question battle tout à l'heure à propos des retransmissions des matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs villes ont annoncé qu'ils allaient boycotter l'événement et la retransmission des matchs sur grand écran. En plus, ça coûte cher pour des raisons écologiques, pour des raisons évidemment de droits humains aussi. C'est pas des petites villes, Paris, Marseille, Lille, Rodez, Reims pour l'instant qui ont annoncé qu'ils boycottaient les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Vous répondez sur Twitter, le grand forum FM2. Pour l'instant,
D'ailleurs, Nadège va nous donner le résultat. Hein, faut bien que toi, tu bosses un peu quand même, Nadège. Hein Nadège, c'est quoi le résultat du sondage? Elle vérifie. Bon, alors le temps que tu vérifies, c'est-à-dire dans 2 heures, je plaisante, ça va. Tu donneras les résultats à Medjed. Ouais, tu donneras les résultats à Medjed. Hein Hicham Tarak est avec nous, Nasser Lajili Aminsa, et on a aussi notre auditeur qui est avec nous. On est en plein essayer de comprendre, de décortiquer l'affaire EQCN avec le grand acteur principal de cette affaire, Darmanin. On parlait de la loi immigration, de la loi séparatisme. Il y a la loi immigration qui arrive sur le devant de la scène, là, au mois de janvier et février. L'année prochaine, ouais. Ça va être chaud. Hein. On a notre auditeur Anis qui est avec nous. Bonjour Anis. Oui, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Écoutez, moi j'essaie de m'intéresser en même temps que vous au sujet d'actualité comme cette affaire EQCN, et je me suis un petit peu penché dessus depuis quelques temps, un petit peu, pour essayer de comprendre. Écoutez, moi quand vous dites oui, il faut se mobiliser pour aller voter, etc., je comprends pas du tout cette alternative que vous proposez, parce qu'elle serait effectivement complètement dénuée de sens et absolument, comment dirais-je, qui ne porterait absolument pas ses fruits. Je ne vois pas comment en allant voter en masse, d'ailleurs il n'y a pas d'électorat musulman, tout comme il n'y a pas de communauté musulmane, c'est une communauté très atomisée avec des différences d'origine sociale, intellectuelle, etc., qui viennent fragmenter cette communauté, donc il n'y a pas de vote en masse musulman. Par ailleurs, on pourra donc les élections me paraît être une idée tout à fait farfelue. Je veux dire, qu'ils aillent voter ou pas, ça changera absolument rien. Et si on regarde un petit peu, on gratte un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que comme le catholicisme qui a complètement disparu, je veux dire, on assiste depuis des décennies à une disparition du catholicisme en France. Et les spécialistes des courants révolutionnaires depuis la Révolution française, etc., vous expliqueront que il n'y a pas d'autres religions qui soient, il n'y a pas de religion qui soit compatible avec la République en réalité. Donc il y a aujourd'hui la religion républicaine, c'est une religion laïque basée toujours sur les mêmes incantations, liberté, égalité, fraternité, égalité entre l'homme et la femme, etc. Mais je veux dire par là que il n'y a aucune religion, y compris le catholicisme, qui soit compatible avec les valeurs, entre guillemets, républicaines. Alors tu veux répondre à Anis? Non, mais moi, j'aimerais bien savoir... Non, attends, bouge pas, Anis, bouge pas. Premier point. Mais moi, j'aimerais bien savoir un point avec Anis. Comment il voit l'affaire EQCN et comment la communauté musulmane pourrait se défendre face à cette islamophobie qui devient banale, tout simplement, dans ce pays? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de répondre par le comportement et par je dirais... Oui, par le comportement, l'éducation. Mais c'est quoi que vous appelez le comportement? C'est pareil, ça suffira pas puisque justement cette communauté, elle est invisible déjà à la base, quasiment. Oui, mais elle est invisible. Mais de toute façon, pour l'instant, je ne vois pas quelle est l'action à mener. Pour l'instant, il s'agit simplement d'être en conformité avec ses convictions, avec sa foi, éventuellement pour ceux qui sont musulmans pratiquants, puisque quand le terme de musulman est un terme générique, entre les pratiquants, les non-pratiquants, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Alors moi, excusez-moi Anis, je vais juste intervenir sur un point. Je trouve ça très hypocrite de la part de tous ceux qui sont aujourd'hui avec un discours pareil. Pourquoi? Parce que quand on voit ces politiques qui aujourd'hui débarquent dans des mosquées, quand il y a des élections et qui prennent la parole pour expliquer à la communauté musulmane, là la communauté musulmane est existante. Donc il faut arrêter avec ce discours en disant qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a une communauté musulmane qui sont de nationalité française et qui sont nés dans ce pays. Donc à un moment donné, il faut aussi se faire respecter. Et se faire respecter, c'est arrêter d'accepter ce genre de politiques qui aujourd'hui sont au niveau national en train de nous faire des leçons de moralité ou tout simplement cracher sur les musulmans. Et quand les élections arrivent, on les accepte dans les mosquées qui tiennent un discours face à 7000 personnes. Si vous voulez parler simplement de EQCN... Mais je ne parle pas que d'EQCN, je parle en général. Je parle en général parce que EQCN, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais parce qu'aujourd'hui, on voit que la communauté... C'est quelqu'un qui se réclamait lui-même du courant réformiste. Le courant réformiste, absolument. Qui est du courant... Oui, mais absolument. Je veux dire, il faut définir les termes. C'est un joli terme, réformiste. Mais moi, je vous le dis, EQCN n'était pas tendre avec la communauté musulmane.
Non, mais tous les justement, musulmans je qui termine. le suivent aujourd'hui, tous ceux qui étaient là et qui regardaient les vidéos d'Equissen, aujourd'hui le savent qu'il n'était pas forcément tendre avec la communauté musulmane. Mais c'est pas pour autant qu'on doit le prendre et l'abattre devant la population ou tout Non, simplement mais devant les médias. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui n'était pas tendre ou pas avec la communauté musulmane, peu importe. L'essentiel pour moi, c'est de déterminer de quel courant il appartient toujours, au courant réformiste qui est un wahhabisme en réalité. Mais ça, franchement, c'est des mots que je ne supporte Non, plus. mais Entre le wahhabisme, wahhabisme, les frères musulmans, les C'est islamistes. plutôt les frères musulmans. Franchement. C'est plutôt les frères musulmans, c'est pas le wahhabisme. Hein. Non, mais je veux dire, il se réclamait du courant réformiste, qui est considéré comme étant un contre-islam depuis le XVIIIe siècle, comme étant apostat. Donc ça, c'est un point, je veux dire, que vous pouvez vérifier vous-même, qui a fait l'objet d'études et d'analyses tout à fait approfondies. Et par ailleurs, si vous regardez son compère, comment dirais-je, l'intellectuel suisse, là, comme c'est Tariq Ramadan, il était dans la même, je dirais, configuration idéologique. Et du jour au lendemain, il s'est trouvé sur le carreau. Il y a une dimension politique dans tout ça. Monsieur Equissen était un imam tout à fait compatible avec les valeurs républicaines. Tout à fait. Je veux dire, il a pas. C'était un imam républicain, on peut le dire. Ah oui, plus que républicain. Ouais. Malgré tout. C'est bien tout le problème d'ailleurs. Et par conséquent, et tous ces imams-là qui ont fait, je dirais, le jeu des valeurs républicaines, au bout d'un moment, se retrouvent constamment, systématiquement, voués aux gémonies, comme c'est le cas de M. Equissen. Alors, il faudrait peut-être regarder dans le détail ce qui se passe, les différentes prises de position. C'est pas le cas pour Chalgoumi. Etc., pour essayer de comprendre cette je sais pas si on peut le catégoriser. Finalement, on ne sait pas ce qu'il dit. Anis, merci beaucoup, en tout cas, pour ton avis bien tranché. Juste, je me permets un truc quand même, Anis. Bon, Anis, tu sais. Ah bon, c'est pareil. Non, mais juste un truc. Oui, sur l'aspect politique quand même. Bon, ouais, parce que là, on a fait quand même de la théologie, c'était pas l'objectif. De savoir de quel courant il est l'autre. Exactement. C'est le grand problème. C'est le grand problème dès qu'on parle des. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça me dépasse. Ça me dépasse, moi aussi, d'abord, parce que je pense que j'ai pas un niveau de savoir suffisant pour pouvoir juger de ça. Mais par contre, dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane en France, c'est pas vrai. Il y en a une. Alors, elle est invisibilisée. Absolument. Et elle s'invisibilise aussi par sa non-participation à la citoyenneté, à la vie locale, etc., à la vie de la nation. Et par ailleurs, je l'entendais dire dans son propos, comment il s'appelle, Anis, c'est ça, oui. qu'il n'y a pas de religion d'État, mais il y a la religion de la laïcité. Non. Même la laïcité n'est pas une religion d'État. La laïcité, c'est le principe de vie en communauté entre les religions, justement. Ce qui est l'opposé total. Le respect de la pratique. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a Hussein qui est avec nous. Hussein, j'en sais rien d'ailleurs. Bonjour. Baisse ta radio, mon vieux. Allô. Baisse ta radio, mais t'es fou, toi. Tu vas nous tuer les oreilles. Bonjour, salut. Moi, j'ai fait un constat. Oui. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, le problème va persister et ça va s'empirer. C'est quoi ton constat, Hussein? Tant que il y aura des imams venant de l'étranger, et c'est, comment dirais-je, c'est un système qui est bien huilé et qui est mis en place par le gouvernement. Ah, mais Equissen, il vient de France. Il vient de France. Non, je viens, laisse-moi terminer. Parce que ce système-là permet au gouvernement d'avoir la même mise sur l'islam de France. Il y a une génération nouvelle d'imams qui sont nés en France. Et ceux-là, ils n'ont pas accès à nos mosquées. On fait venir des imams de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, et dans ces mosquées, sont dirigés par, on va dire, nos tontons, qui sont pas nés ici. Nos Chibani. Mais il a raison sur ça. Il a raison. C'est avec eux que le gouvernement discute. Donc ils sont à leur botte. Et tant que ce système-là va persister, on ne pourra rien faire. C'est dans l'intérêt des autorités en réalité, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça les arrange bien cette histoire. Qui fait venir des imams qui parlent même pas français. Parce qu'on ne veut pas des imams qui conscientisent, qui éveillent les populaces. C'est ça, oui. Il y a une grosse hypocrisie dans cette histoire. Oui, merci Hussein de l'avoir pointé, cette hypocrisie, mon Hussein. Tu sais qu'il a, il a 33 9000, bah oui, il a soulevé un point qui est hyper important, il a raison. Hein. Quand je regarde, et c'est vrai, quand on constate la majorité des mosquées qui sont gérées aujourd'hui,
sont gérés par des Chibani. Et il a raison. Quand on regarde, c'est des gens qui viennent soit du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et c'est souvent très peu de la Tunisie. Hein. Oui, mais de la Turquie, c'est du Maroc, souvent, de l'Algérie. et c'est souvent des gens qui ont peur des autorités françaises. Ouais. Ils ont peur des droits de la loi française. Et ils se disent, oui, messieurs, à l'époque, comme à l'époque, quand ils étaient dans des bidonvilles et qu'ils acceptaient tout genre on va dire, de discrimination ou de lynchage. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là gèrent ces mosquées. Le 3/4 n'ont pas forcément une formation dans le cadre de la trésorerie, dans le cadre de la prise de parole en public, etc. Et ces gens-là, effectivement, c'est ceux qui gèrent nos mosquées. Et parfois, ça nous fait du tort, effectivement. Oui, ça nous fait du tort. Je pense que c'était intelligent de pointer cette contradiction-là, parce que je pense que les autorités n'ont pas intérêt à ce que dans les mosquées de manière générale ou dans les lieux de culte de manière générale, il y ait des chefs spirituels qui maîtrisent notamment la langue, la citoyenneté. Absolument. Et tous les tenants et les aboutissants de la vie en société en France, et qui notamment conscientise, parce que ce qu'on lui reproche beaucoup en réalité à Sadiq Hussein, c'était le fait qu'il éveillait les consciences sur la question de la citoyenneté, etc. Et je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui en France. Mohamed est avec nous au 01 40 33 9000. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où, Mohamed? J'appelle de Bobigny. De Bobigny, 93, 93, peut-être terre. C'est un voisin. On t'écoute, Mohamed. Par rapport à l'imam Hassani Hussein, bon, en fait, faut simplement, je pense, à mon sens, replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la question de la justice, et ça dans de multiples domaines, n'a plus cours. Et c'est finalement le tribunal médiatique, la communication et le temps politique qui est un temps court finalement, qui est davantage axé sur l'émotionnel, qui fait le là. Après, finalement, ces choses-là vont se passer. Je ne sais pas ce qu'il en sera de cet imam. Bon, après, sur la question de la communauté musulmane, à mon sens, je crois qu'on la fantasme beaucoup. Elle n'existe pas en termes de citoyenneté, en termes organisationnels, elle n'existe pas. Elle existe sans doute en termes on va dire, d'éléments sociologiques, etc. Mais ni plus ni moins que ça. C'est une communauté qui est très hétérogène. Chacun défend ses intérêts. Après, le problème de la communauté musulmane et des élites au sein de la communauté musulmane, ou en tout cas ceux qui prétendent la défendre, c'est des gens qui ont utilisé l'islam à des fins personnelles plus qu'ils n'ont servi l'islam. Ils se sont servis l'islam pour s'enrichir plus qu'ils n'ont servi l'islam et les musulmans. Après, le reste, en France, on est une république qui ne reconnaît aucun culte et qui ne reconnaît que les citoyens. Ça, c'est le principe. Mais en France, on sait très bien, ils sont très forts sur les principes. Mais dans l'application des principes, c'est toujours très compliqué. Et le problème, c'est que pour résoudre, en tout cas, à mon sens, pour pouvoir résoudre ces difficultés, il y a la question de l'éducation, mais ça veut dire que c'est le temps long. Et ça sera sur plusieurs générations. Il faut quand même recontextualiser. La communauté musulmane est en France depuis les années 50, de façon massive, je dirais 50, 60, 70. Voilà, je veux dire, je reste assez optimiste pour la suite. Après, il faut simplement savoir raison garder. Après, moi, sur la question de Hassani Hussein, il y a d'autres choses, moi, qui me gênent. Sûrement pas ce qu'il a pu dire ou pas dire, etc. Ça, peu importe, en fait, je m'en fous un petit peu. Mais c'est peut-être autre chose dont je me garderais bien de parler, parce que sinon, voilà. Mais peut-être d'autres sujets, moi, qui m'ont davantage dérangé. Vous voyez, le lien qu'il peut y avoir avec certains imams et les politiques locales, etc. Et l'affairisme, c'est ça qui me gêne. Ouais. Plus le reste, après le reste, ça peu importe. Merci Mohamed, on a bien compris ton propos et merci de l'avoir donné en direct à la radio. À très vite mon Mohamed, merci beaucoup et bon retour à la maison. Hein. Au revoir. Merci. Bon, tiens Hicham, tu nous conclus tout ça? Conclus-moi tout ça. Conclus-moi tout ça avec brio s'il te plaît. Oh là là, l'histoire Hussein, pour moi, c'est un petit extrait de ce qui nous attend. Et faut pas oublier que je sais plus qui disait qu'il y avait des messages à passer. Je crois que c'était Darmanin aussi, et qui passait des messages quand il a commencé à fermer certaines mosquées. Donc ça voulait dire que pour moi, on a un mec qui est peut-être un peu en roue libre, qui doit être sacrément couvert aussi, parce que mine de rien, plus haut, au niveau de son copain Macron, ça bronche pas une oreille.
Je pense que nous, communauté, effectivement, ce qui ressort tout le temps, c'est toujours la même chose, désorganisé, peut-être trop de conflits d'intérêts entre nous-mêmes. Il y en a un, dès qu'il y en a un qui sort la tête du lot, il se fait décapiter, sans aucun jeu de mots, bien sûr. Et ouais, ça promet pour moi pas grand-chose de super, en fait. Et c'est juste un peu flippant. Bon, bah, pas mal réussi cette synthèse de cette affaire EQCN. On sera peut-être amené à en reparler. En tout cas, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est une audience qui aura lieu en Belgique le 10 octobre prochain où EQCN va contester son arrêté européen. On va voir d'ailleurs si Darmanin va réussir son pari à le faire revenir en France et si le Maroc aussi va peut-être... potentiellement la Cour européenne des droits de l'homme. Potentiellement. Dans un instant, on va revenir un peu en arrière à l'époque où à 19h il y avait quelques millions de téléspectateurs devant un feuilleton. Santa Barbara, la belle histoire. Mam nous en raconte l'histoire dans un instant et le quiz à suivre et la battle. Ne bougez pas. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous dans un instant, les amis. Il va y avoir une belle battle entre Nasser Lajili qui est très remonté. On va parler du Qatar, bien sûr. On va parler de ces villes qui décident de boycotter la retransmission des matchs en grand écran. Nasser Lajili, Amin Sa, Hicham Terak sont avec nous et l'heure de retrouver à présent Mam qui va nous raconter la belle histoire du feuilleton Santa Barbara. La belle histoire des génériques. Santa Barbara, 1984-1993. Un feuilleton qui fait date dans l'histoire. Avouez-le, votre maman ou votre grand-maman a surkiffé ce feuilleton américain tenant en haleine des dizaines de millions de téléspectateurs assoiffés d'aventure, d'amour et de trahison et de grand suspense. Créé par Jérôme et Bridget Thompson, Santa Barbara a connu 10 saisons et 2137 épisodes diffusés sur le réseau NBC entre le 30 juillet 1984 et le 15 janvier 1993. Le phénomène Dallas a permis l'éclosion des types de feuilletons voyant l'opposition larvée entre deux familles influentes. La France la découvre à partir du 14 octobre 1985 en Access Prime Time sur TF1. Le choix de la chaîne fut de le diffuser par demi-épisode de 22 minutes et faisait partie des programmes phares de l'époque de début de soirée avec le jeu La Roue de la Fortune. Le feuilleton comptait les aventures de deux familles, les Capwell et les Lockridge. Lors des 2 premières saisons, la trame principale tournait autour de l'assassinat de Channing Capwell, Joe Perkins étant soupçonné et inculpé cet assassinat. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À mi-peine, il est libéré et Joe Perkins a 2 objectifs. Revenir à Santa Barbara pour prouver son innocence et reconquérir le cœur de Kelly Capwell, la sœur de Channing. Santa Barbara évoquera également le cœur tiraillé et amoureux du couple mythique, mais tellement séparé, Hayden Capwell et Cruz Castillo, de Kelly Capwell également et Joe Perkins. Diffusé jusqu'en 1992 à 18h45, son heure a été reculée à 18h20 à l'arrivée de Coucou c'est nous de Christophe de Chavannes sur la Une. La série fut arrêtée en janvier 1993 aux États-Unis, année où TF1 continue de le diffuser mais avec énormément de retard et ne doublera jamais les 918 épisodes inédits restants. Le feuilleton s'arrête en 1995 en diffusion sur TF1. Rediffusion entre-temps sur TF6 et TMC et souhaitons qu'un jour, les 918 épisodes soient doublés en français et soient proposés aux téléspectateurs français nostalgiques. Pour conclure, je vous propose d'écouter le générique français de Santa Barbara, interprété par Gilles Sinclair, et j'imagine que ça va vous replonger dans pas mal de beaux souvenirs. Sur ma peau, la douceur de tes mains qui se posaient sur moi. Je revois le matin ton corps contre le mien à Santa Barbara. Les vagues bleues du Pacifique. Attendez, j'attends le refrain, moi. Engommées sur le sable, la trace de nos pas. Fini la plage romantique. Tu as pris le soleil. Et maintenant j'ai froid. C'est maintenant, les gars. Santa Barbara, tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Ah, c'est bon. Comme
N'importe quoi. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon, ça rappelle des souvenirs. Ah, mon Santa gars, moi Barbara. j'étais au collège. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, j'étais au collège. Hein. La J'étais au grande collège. classe, la grande classe. Non mais tout le monde regardait ce truc-là. Je vous le dis, hein, tout le monde. Tous nos anciens regardaient En ça. même temps, il y avait que ça. Hein. En même temps, la télé, il y avait quoi d'autre, hein, Ah ouais. franchement. On est loin de Game of Thrones. Hein, je te le Ah, dis. carrément. Ouais. Allez, c'est parti pour le quiz. On y va. Le quiz. Merci, Mam, en tout cas. Première question. Elisabeth Borne a annoncé, écoutez bien, une aide financière à partir de fin novembre pour les Français qui accueilleront qui? Les Ukrainiens. Absolument. Des réfugiés ukrainiens. Ça ne s'invente pas. Il y a que ça. Une aide financière Parle pour que de les ça. Français qui accueilleront des réfugiés ukrainiens. Voilà. Vous voulez vous faire un peu de monnaie? T'imagines, toi, tu t'accueilles des mecs et ils te sortent, tu sais, le drapeau du bataillon Azov. Ah ouais. Ah, t'es dans la sauce, frère. Quel pays du Maghreb compte présenter sa candidature pour l'organisation de la L'Algérie. Coupe d'Afrique des Nations de 2025? L'Algérie, ouais. L'Algérie. Pas du tout. Ah Ah bon Maroc? Le Maroc. Ah, 2025. Et il est plutôt bien placé d'ailleurs, c'était initialement prévu en Guinée, on lui a retiré. Ouais, apparemment, ouais. C'est le Maroc qui est bien placé pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Pourquoi ils ont retiré la Guinée? Bah, parce qu'il y a des conflits apparemment là-bas, politiques, c'est un peu chaud. Voilà, c'est un peu chaud. Quel député LFI a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux hier avec l'expression Daniel Obono. Mangez Obono, vos ouais. morts. Ouais, Obono. Mangez vos morts. Truc de ouf. Bon. Quel rappeur a été violemment agressé en Seine-Saint-Denis? VG Dream. Ouais. Avant un rendez-vous avec une prostituée. Oh, putain. OG Dream. Oh, purée. En fonction des médias, c'est une prostituée et après, quand t'en as d'autres médias, c'est un rendez-vous galant, quand même. Attention. Ah bah écoute, ça peut être un rendez-vous. Quand ça concerne la banlieue, c'est prostitué de toute façon. Hein. Pourquoi le président C'est l'image Macron mondaine. a déclenché hier une moquerie sur les réseaux sociaux? À cause de son col roulé. Exactement, pas de réponse. Il Eh, était écoute, j'ai vu la vidéo, j'ai explosé de rire. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a à parler avec ses mains là. C'est n'importe quoi. Il était en col roulé, notre ami, enfin notre président Macron. Pas notre ami. Ouais, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais bon. Dans un instant, la battle. Oui, on va parler de ces villes qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles boycotteront les matchs de la Coupe du Monde au Qatar à partir du 20 novembre. Est-ce justifié? Nadège, on a le résultat ou pas? On l'a toujours pas. C'est bien ce que j'avais dit, c'est dans 2 heures. Hein. Restez avec nous sur Twitter, le Grand Forum FM2. Si on l'aura à la fin de l'émission quand même. Merci Nadège, merci beaucoup de ta collaboration. C'est pas stagiaire, Nadège ? Non, c'est pas une stagiaire, non, c'est pas une stagiaire. C'est presque une stagiaire, mais c'est pas une stagiaire. Restez avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'écouter France Maghreb 2. On a le résultat du sondage pour l'heure. 32% trouvent que c'est justifié, c'est l'heure de la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Qu'est-ce qu'il crie alors? Il fait mal à la tête ce président, c'est incroyable. Bon, plusieurs grandes villes vont boycotter la Coupe du Monde. Et oui, pas d'écran géant ou de fan zone si tu habites à Lille, Reims, Strasbourg, Bordeaux, Rodez, à Paris, Marseille. Et évidemment, Toulouse-Montpellier également pense à faire de même. Pourquoi? Parce que plusieurs ONG dénoncent le bilan écologique et humain. Donc, selon elle, la construction des stades aurait causé la mort de 6500 ouvriers. Les stades seront d'ailleurs climatisés alors qu'ils sont parfois à ciel ouvert, en plein désert. Et c'est sans oublier les 160 vols par jour pour transporter les supporters jusqu'au match. Ça fait en gros un avion tous les 10 minutes. Au-delà des arguments écologiques et humains, une fan zone ça coûte cher les gars. Genre vraiment très cher. La location d'écran géant ça coûte autour de 10 000 euros. Pour ce qui est de l'organisation des fan zones du Mondial 2018, elles ont coûté environ 100 000 euros à Lyon et à Rennes. À Bordeaux c'est même monté à 200 000 euros. Et en plein décembre, bien pas sûr que c'est le même succès. Pour autant, est-ce que vous trouvez justifié donc la décision de ces villes-là, je les ai citées, il y en a quand même pas mal, et pas des petites villes, de boycotter donc cette Coupe du Monde au Qatar? Nasser, toi tu dis oui. Moi je dis oui parce que je considère que... Alors peut-être pas forcément pour la même raison. Je considère qu'aujourd'hui le Qatar a beaucoup de choses à se reprocher.
la maltraitance, tu en as parlé tout à l'heure, des personnes qui sont mortes d'ailleurs, et les personnes qui aujourd'hui ont été maltraitées pendant la construction des stades. Il y a la torture, donc il faut aussi rappeler les droits de l'homme dans ce pays. Il y a un gros problème avec les droits de l'homme. Je ne suis pas forcément d'accord après sur la question des avions, parce que dans tous les pays où il y a eu la Coupe du Monde, ces mêmes avions partaient avec le même nombre de personnes, donc voilà. Mais je considère qu'aujourd'hui, je suis opposé à comment dire. Alors, c'est pas un boycott. Moi, j'appellerais pas ça un boycott. Moi, je vois l'affaire de Tayeb Ben Abderrahmane. D'ailleurs, c'est sorti sur Libération la semaine dernière, qui a été torturé, qui est un ressortissant français et qui aujourd'hui n'a pas été respecté. Comment on peut continuer à donner la Coupe du Monde et laisser tourner comme si que tout se passait bien dans ce pays, quoi. Décision non justifiée pour toi, Amine. Précisément sur cette volonté de ne pas installer des écrans. D'abord, c'est pas une question de coût parce que ça coûte pas grand-chose. On regarde les budgets de ces grandes villes, on parle de milliards d'euros pour la ville de Paris, de Lyon, etc. Donc c'est pas 10 ou 15 ou même 50 000 euros qui vont impacter le budget des communes. La réalité, c'est que c'était juste une manière, je pense, de mon point de vue, de ces élus-là d'apparaître dans l'espace médiatique et d'exister un peu dans cette discussion-là vis-à-vis de la Coupe du Monde au Qatar. La réalité, c'est que le boycott, c'était il y a 12 ans qu'il aurait fallu le faire. Parce que les Français, ils ont été en première ligne pour défendre la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Avec la présence de Zinedine Zidane. Avec Zinedine Zidane, Absolument. avec Nicolas Sarkozy aussi, Absolument. qui a été un fervent défenseur, avec Michel Platini. Donc, c'était à ce moment-là qu'il fallait se poser ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est que excusez-moi, mais oui, il y a une gabegie avec les stades climatisés, etc. Mais on met en avant beaucoup l'impact humain avec des décès sur les chantiers, etc. Enfin, les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, ils ont démarré il y a quelques années. Des gens qui meurent au Qatar sur des chantiers, c'est depuis la nuit des temps. Donc j'ai envie de dire, si on veut boycotter le Qatar, on boycotte sur tous les points. On le boycotte sur les événements sportifs, on le boycotte dans les échanges commerciaux, on le boycotte dans les partenariats sur l'énergie. Donc voilà, c'est une hypocrisie incroyable. Moi, je suis sur cette question-là, je pense qu'on est d'accord avec Nasser. Globalement, moi, je ne suis pas pour qu'on boycotte la Coupe du Monde. Voilà, c'est fait. Il faudra la prochaine fois réfléchir avant de défendre la candidature d'un pays sur une compétition internationale. Tarak, qu'en penses-tu ? Je pense que c'est hypocrite, c'est du foutage de gueule. Pareil, fallait se réveiller le jour où on a attribué la Coupe du Monde au Qatar. Et moi j'ai une question, on fait comment si l'équipe de France arrive en finale de la Coupe du Monde ? Alors on a répondu à cette question, les villes en question ont dit qu'elles pourraient faire abstraction du boycott si l'équipe de France est en finale, quand même. Foutage de gueule, donc c'est bien ça. C'est jusqu'au bout. Je vous assure que c'est juste une manière pour ces élus, de ces maires, d'exister dans l'espace médiatique pendant quelques jours, on va parler d'eux, mais la réalité c'est que déjà, je suis même pas sûr que c'était programmé en plein hiver d'avoir des friend zones à l'extérieur avec des températures qui avoisinent. Il n'y a plus de question d'économie d'énergie. Ça n'a pas de charme. Quand on parlait de boycott aussi, dans ces cas-là, désolé mon petit Christophe, mais il faut boycotter tous les partenariats, absolument tous, même leurs investissements dans ces cas-là. Et on n'a pas boycotté la Russie. Par exemple. Et on n'a pas boycotté la Russie. Reste tranquille. Le PSG, t'as rien fait. Par exemple, le QSG, par exemple, il doit en payer aussi les conséquences. Mais Nasser a raison. On n'a pas boycotté. Il s'appelle pas Nasser, il s'appelle Hicham. Non, il parle de moi parce que j'ai parlé de la Russie juste avant en disant qu'on n'a pas boycotté la Coupe du Monde en Russie. Alors que la Russie avait annexé la Crimée déjà en 2014. Et en 2018, ça nous a pas dérangé d'aller faire la Coupe du Monde en Russie. Là, on a empêché leur participation. Et là, on a empêché leur participation, exactement. Jamel, qui va jouer les arbitres peut-être. Jamel. Bonjour mon Jamel. Je pense que tout a été dit. Ah bon, au revoir alors. À mettre dans la liste 2022 pardonnez-moi du terme, du foutage de gueule entre l'accueil à deux vitesses des migrants. Là, on boycotte le Qatar, mais on leur a attribué on a aidé à attribuer la Coupe du Monde et même à changer de calendrier exprès pour eux. Ouais. Derrière, voilà, mais je pense que le point d'ordre, c'est ça chamboule tous les championnats d'ailleurs. Ah ouais, c'est le bordel. Voilà, bordel. on bouleverse tout pour ce pays-là, et aujourd'hui, là, depuis un mois, on nous dit, boycott. Je sais pas. L'argent fait taire.
Ils avaient L'argent qu'à faire fait un taire. Adolphe Panini sur les victimes, pourquoi pas? Parce que c'est ça en fait le point négatif de cette Coupe du Monde, c'est quoi réellement? C'est les morts. Mais dans ces pays-là, moi je parle de ça parce que je suis un ancien du fret aérien de Roissy. Donc tout ce qui est luxe et tout ça, c'est Bibi qui s'en occupait. Donc le Qatar, moi j'ai vu les marques, les achats, les ceci. Donc c'est un pays où voilà, on peut pas le boycotter d'une manière officielle. Sinon, on risque de perdre beaucoup d'argent. Et c'est pareil sur les Émirats, c'est pareil sur tout ça. Exactement. On sauve plus que de choses. Une fois que tout est réglé. Calme-toi, Hicham. Dans Calme-toi, je te sens dans tendu, toi. l'ensemble des pays du Golfe, ils font appel à une main-d'œuvre venue d'Asie du Sud, main-d'œuvre bon marché, et qui est, ce qu'on appelle la main-d'œuvre utile. Qui est exploitée. Hein. Non, le bon marché, c'est un magasin. Moi, le petit exemple, j'envoyais des palettes avion, c'est-à-dire moi, c'est mon chargement, il va direct dans l'avion. C'est énorme. Donc j'envoyais entre 5 et 20 tonnes par semaine sur Dubaï notamment, voire plus. Et qui c'est qui s'occupait de déballer les palettes? Là où en France, on mettait 20 piges à faire une palette, là-bas, en une journée, hop, les gars, ils vivent à Deira, à Dubaï, dans les quartiers pauvres, et c'est la main-d'œuvre qui est exploitée. C'est de l'esclavage moderne. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai vu les vidéos, j'ai vu les gars comment ils bossaient. Et c'est pour ça même que j'ai pas voulu aller travailler là-bas. C'est une Ce qu'on mentalité appelle la qui me déplaît, maltraitance. donc, Ouais, c'est de la maltraitance. Merci, mon Jamel, en tout cas. Ciao, ciao, mon Jamel. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Hicham? Non, Hicham, je te sens très tendu, là, vraiment. Non, tranquille, t'as vu, il y en a marre de ces pays qui foutent le dawa, là. Je siffle la fin de la partie, la fin de la battle. Voilà. Sincèrement, entre vous et moi, vous allez regarder les matchs? Moi, je vais regarder. Carrément, frère. Non, mais moi je vais regarder. Mais Bon, moi, alors pourquoi tu vas regarder alors que tu boycottes, toi? Non, moi je boycotte pas pour les mêmes raisons. Oui. Je boycotte parce que c'est un pays qui n'est pas forcément à l'image de ce qu'on aimerait voir. Donc, en gros, c'est un pays qui fait de la torture. C'est un pays qui a maltraité des personnes jusqu'à aujourd'hui. 6500 morts, c'est pas rien, je vous le rappelle. Ouais, c'est pas 3, Ouais. 4, 5, 10, c'est 6500 personnes. Et il faut voir, il y en a plein qui n'ont pas été payés. Et qui ont travaillé comme des chiens, faut dire sincèrement. Je considère que vous vous rendez pas compte. Il y a des gens qui sont maltraités, il y a des gens qui ont été torturés là ces dernières semaines. Faut le rappeler. Faut rappeler que le Qatar n'est c'est pas. le cas depuis des n'est années pas- au oui, Qatar. mais C'est c'est le cas pas un depuis des pays, années c'est au pas un Qatar. pays propre. Je vous le dis, c'est un pays Ouais, qui bah, fait ça, en beaucoup de matière mal. de propreté, Non, mais oui, d'accord, mais moi je Ouais. considère qu'aujourd'hui, le Qatar qui aujourd'hui a maqué, on va dire, parce que c'est vrai, c'est l'argent qui fait taire. Tout à l'heure, on parlait. Quand ils viennent de acheter ce les qu'ils font. Rafales, on n'a plus grand chose À à dire. Paris, hein. Ah bah oui. Sur les droits de l'homme n'existe plus quand on vend des Rafales. C'est hein. clair, C'est c'est clair. clair. Donc Bon. voilà. Allez, tout le monde dehors. Merci beaucoup. Merci. Nasser, quoi? Dernière info. Je sais pas si c'est vrai, mais il faudrait confirmer. Est-ce que j'ai entendu dire que l'Arabie Saoudite était Oui, allée à qui a été. l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver. Absolument, en 2025, ouais. 2025, Ah ouais. c'est vrai. Bah, c'est ça. faut attendre une nouvelle polémique qui va arriver. Donc préparez-vous à ça. Bon, Non, mais, merci. ils sont trop forts. Bah oui, évidemment. Merci, mon Hicham. Et n'oublie pas, À vous. le seul club qui va aller loin en Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Et C'est c'est l'OM, demain d'ailleurs. les gars, c'est l'OM. Demain au Portugal. Faut remercier le Qatar. Non, Bah merci, ouais, non, merci les joueurs du PSG, que le Qatar de quoi. Retire Neymar, retire tout ça. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne. Bah, Neymar, on s'en fout de Neymar. C'est un état d'esprit le PSG. Ouais, Nasser, ouais. arrête tes Ouais, bêtises. on a raconter vu, ça on à a d'autres. vu. Arrête tes bêtises. Arrête, Christophe. Kylian Mbappé, c'est ça pas va le me Qatar. chauffer, arrête. Arrête, Nasser. Salut. Retire-lui les millions, tu vas voir s'il va rester Mbappé. Mais bien sûr qu'il va rester parce qu'il aime le PSG, tu vois. C'est un club. Merci Hicham, merci Amine, merci Nasser, merci à tous dans un instant. Medjed sur France Maghreb 2. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2, 18h01. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2, juste après le journal de la rédaction. Bonsoir.